Bonjour à... Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans cet atelier consacré au développement durable et à la transition énergétique. Je me présente, donc je suis Philippe Angotti. Je suis à France Urbaine, plus particulièrement les travaux liés à cette commission, donc développement durable et transition énergétique, dont vous avez à la tribune les deux coprésidents, Dominique Gros, maire de Metz, qui est donc au centre, et monsieur Rapneau, Philippe Rapneau, qui nous accueille ici à Arras, président de la communauté urbaine d'Arras. D'autres intervenants également qui vont vous présenter des propositions. Donc Jean-Patrick Masson, qui est à ma droite, qui est donc conseiller communautaire à la communauté urbaine du Grand Dijon et maire adjoint de Dijon. Et au bout, là-bas à droite, donc Bruno Charles, oui, pardon, Bruno Charles, donc vice-président de la métropole de Lyon. Donc cet atelier va s'organiser de la manière suivante. Je vous rappelle que l'objectif de cet atelier, c'est donc d'alimenter les propositions de France Urbaine qui seront donc synthétisées demain lors de la matinée politique et qui seront présentées ensuite aux candidats à l'élection présidentielle. Donc l'idée, c'est de pouvoir synthétiser nos propositions en matière de développement durable et de transition énergétique, alors avec des thèmes assez nombreux et divers. Donc il y aura en tout 6 séquences à cet atelier, donc qui devront être nécessairement dynamiques et concises, avec donc une première séquence relative à l'énergie. Donc c'est monsieur Gros lui-même qui rapportera sur ce sujet. Une séquence consacrée aux propositions en matière de qualité de l'air, donc c'est Jean-Patrick Masson qui rapportera. La séquence sur les déchets avec Philippe Rapneau. La séquence au assainissement, c'est Dominique Gros qui reprendra la parole. Et enfin la séquence consacrée à la biodiversité, et c'est monsieur Charles donc, qui nous en parlera. Il s'agit également de garder un peu de temps en fin d'atelier, donc 30 minutes pour les partenaires que je remercie de leur présence et de leur soutien, pour qu'ils expriment un petit peu leur réaction, en quoi ça croise un peu leurs préoccupations, toutes ces propositions. L'idée également, c'est d'avoir des présentations relativement courtes, si possible, de nos intervenants pour laisser la place aux échanges et à une certaine interactivité. Donc ça veut dire que normalement chaque séquence dure environ 15 minutes. Bon, je peux imaginer peut-être que dans certains cas ça va un petit peu déborder, peut-être que dans d'autres sujets on pourrait être un peu plus rapide. Voilà. Je laisse tout de suite la parole à Dominique Gros, que je remercie pour son animation et sa présidence. Eh bien, bonjour à tous et à toutes. Voilà, les collectivités locales sont largement, jusqu'à présent, des nains en matière d'énergie. Nous avons des compétences en matière de logement, on fait des plans en matière de déplacement, on fait des plans, on fait des SCOT, on fait beaucoup de choses, on fait des plans de développement industriel et économique, on fait des plans de toute nature. On est incapable de gérer actuellement nos territoires en matière d'énergie. C'est un constat. Et c'est un constat qui est un peu spécifique à la France, c'est notre héritage. Notre héritage de 2 énormes groupes d'énergie nationaux qui finalement ont donné le ton et organisé le pays en conséquence. Alors ça, c'est pas une caricature, c'est un état de fait qui évolue doucement, mais qui est quand même très prégnant sur les réalités de terrain. Et il y a une forte demande, c'est la commission que nous co-présidons à France Urbaine qui parle, là, il y a une forte demande pour qu'on puisse s'occuper nous-mêmes de ce qui nous regarde, puisque nous sommes de plus en plus confrontés aux problématiques liées à l'énergie. Alors, quelles sont les pistes sur lesquelles nous avons travaillé, pour lesquelles on pourrait débattre au cours de ce quart d'heure? C'est assez rapide, mais c'est pour ça que je vais aller directement à quelques suggestions ou propositions. D'abord, c'est d'avoir une possibilité de choisir l'endroit dans lequel on veut s'organiser, qu'on puisse sortir d'un syndicat d'énergie
et qu'on ne soit pas obligé d'y rester parce qu'on a des situations ubuesques en ce moment, où des gens qui sont situés dans des agglomérations ne peuvent pas travailler avec le reste de l'agglomération parce qu'ils appartiennent à un syndicat plus rural en fait, et de ce fait ils sont tenus d'y rester, et donc on a des contradictions à gérer de ce côté-là, et ça c'est une nécessité pour nous de bouger de ce côté-là. Nous avons aussi le sentiment qu'il doit être possible d'organiser, de transformer les collectivités que nous présidons en autorités organisatrices de l'énergie, à savoir pouvoir gérer et organiser un schéma directeur d'énergie sur un territoire. Ce qui se fait dans de nombreux pays, ce qui ne se fait pas chez nous, parce qu'il y a des situations de concurrence, des états de fait, et puis mêlez-vous de qui vous regarde, ça ne vous regarde pas. Mais si ça nous regarde, de plus en plus, on sent que ça nous regarde. Et quelquefois, il y a des excès d'investissement qui sont faits dans certains territoires, et des concurrences inutiles, et il est nécessaire de mieux s'organiser. Nous avons également des besoins d'argent. Et la hausse de la contribution climat-énergie nous intéresse beaucoup. On a failli décrocher un petit bout de la timbale il n'y a pas longtemps au Sénat, et c'est l'Assemblée nationale qui, à quelques voix près, a annuler cette bonne initiative, mais cette contribution climat-énergie, c'est-à-dire l'argent qui est prélevé finalement pour ça, eh bien aille dans la poche de ceux qui agissent en conséquence et qui font un travail concret de ce côté-là. Nous avons aussi travaillé beaucoup, on va pouvoir ouvrir le débat là-dessus, sur ce qui est des concessions. Nous avons des amis qui sont nos concessionnaires, et beaucoup de maires croient que c'est à eux qu'appartiennent les réseaux, non, ils sont à nous. Et nous avons besoin de clarifier nos rapports, de les rendre plus transparents, d'avoir des délais, des accès aux données, par exemple, pour pouvoir gérer des territoires, des morceaux de territoire, des sous-territoires, des quartiers, dans de bonnes conditions. Et actuellement, les collectivités de France urbaine considèrent que de ce côté-là, il y a des progrès importants à faire, tant en ce qui concerne l'électricité que le gaz. Et enfin, encore aller plus loin, j'en terminerai sur cette introduction, c'est pourquoi pas gérer des réseaux, ou gérer de l'énergie. Ça existe dans certaines villes, c'est le cas de la mienne. Ça peut exister ailleurs. C'est les évolutions qu'il faut envisager parce que c'est comme ça dans le monde entier. Voilà les pistes que je veux donner pour ouvrir et laisser un peu de place pour le débat, puisqu'en tout on a un quart d'heure, si j'ai bien compris. Alors, y a-t-il des réactions, des échanges, des remarques par rapport à ce sujet, des propositions, enfin des réactions? Pour réagir et pour compléter, et pour partir de l'expérience de ma propre collectivité, la métropole de Lyon, aujourd'hui, on a un consensus qui se dessine, c'est que l'énergie doit être réintégrée dans la planification urbaine. La nouveauté, c'est qu'on ne pense pas mono-énergie, on pense complémentarité des réseaux et des énergies. Et du coup, les collectivités maîtrisent l'aménagement urbain avec les PLU, les déplacements avec les PDU, et l'énergie, c'est peu nous. On a très peu, nous, on est en train de mettre en place un schéma directeur des énergies, et ça se passe plutôt pas mal avec l'énergéticien local, mais on n'avions aucune connaissance de la localisation des réseaux, de l'état des réseaux. Les CRAC, je crois que des collègues pourront en parler encore plus longuement que moi, c'était un rendu qui était quand même pas satisfaisant de l'état du réseau. Et pour aller plus loin, pour dénoncer, nous sommes allés tous les trois voir Enedis. Et la réaction, je peux être un peu polémique, mais nous disant, nous voulons avoir une vision de l'investissement de l'état des réseaux et de l'investissement nécessaire sur les réseaux. La réaction du numéro 2 de l'opérateur, c'était de dire, il doit y avoir qu'un seul décideur. Et ce décideur, c'est l'entreprise, et en l'occurrence Enedis. Et là, il y a une vraie divergence, c'est que en tant que collectivité, nous voulons
un regard, il ne s'agit pas de nier l'histoire, il ne s'agit pas de nier la compétence technique, il ne s'agit pas de nier, mais avoir un droit de regard sur le rythme d'investissement, sur l'état du réseau, sur le choix, la priorité des investissements, justement pouvoir penser une politique énergétique de transition et en complémentarité des énergies. Or, pour l'instant, comme Dumegros l'a dit, on se heurte à la logique encore verticalisée des opérateurs. Et il s'agit de faire reconnaître notre place, une place non plus, enfin une place de consulter, je ne sais pas comment il faut dire, mais une place de co-décideur dans la politique énergétique. Oui, oui, voilà, il y a une... Oui, s'il vous plaît, comment vous faites par de gérer l'énergie? Merci. Il s'agit de gérer essentiellement les réseaux d'énergie. Parce que quand on décide de faire du chauffage urbain, par exemple, je rappelle qu'il y a un appel qui a été lancé pour que toutes les collectivités de plus de 10 000 habitants aient un réseau de chaleur. Les réseaux de chaleur en France sont extrêmement performants, mais ils sont très faibles. 3% du total de l'énergie distribuée, ces réseaux de chaleur, c'est rien. On devrait passer à 10% dans les prochaines années si on s'y met. Mais si vous faites un réseau de chaleur, il faut que le réseau de chaleur puisse distribuer de la chaleur. Or, si vous vous mettez à faire sur des secteurs denses des réseaux en compétition, ça ne se passera pas bien. Et parce que, en fait, on fera du gaspillage, etc. Vous pouvez avoir des gens qui pensent qu'on va chauffer à l'électricité, des gens qui vont passer au gaz, aux eaux de chaleur. Et donc, c'est l'échec assuré. Donc, ce que dit Bruno Charles, c'est qu'en réalité, on peut faire une programmation et puis faire une planification de l'énergie en décidant, comme on fait une planification dans le domaine de l'urbanisme, en décidant qu'ici, dans ce secteur-là, par exemple, je vous dire à Metz, on a une zone, c'est réseau de chaleur, froid urbain et chauffage urbain, qui font partie des parcelles qui sont disponibles pour les entreprises qui s'installent là. Voilà. C'est un exemple. Hein. J'ai une question pratico-pratique, pour résumer ce qu'a dit M. Charles, à savoir si on ne pourrait pas ensemble bâtir un spectre comment dirais-je, le terme m'échappe, mais au niveau, de façon à faire le point sur le plan d'observatoire, pardon, voilà, d'observatoire de l'énergie, avec les différentes énergies, la programmation et les différents projets qui sont déployés sur un territoire. Je pense que ce serait intéressant, un observatoire des énergies et des gaz à effet de serre me paraîtrait opportun. Si je peux me permettre, ce serait bien que vous vous présentiez. Donc là, je crois que vous êtes Yves Massot, adjoint au maire de Tours et conseiller. Et monsieur, vous êtes Michel Ziolkowski, maire d'une commune rurale, Mayol-Siebertou, la communauté urbaine d'Arras. D'accord, voilà. C'est toujours intéressant quand même que vous puissiez situer d'où vous parlez. Juste pour prolonger un petit mot, juste pour prolonger les propos de Bruno Charles et peut-être les repréciser un peu, je crois qu'il faut quand même qu'on admette un certain nombre de choses, enfin, pour participer d'assez près aux négociations, effectivement, notamment en cours là, sur le renouvellement du cadre concessif de distribution publique d'électricité. Il faut bien admettre qu'il y a eu quand même des progrès par rapport au précédent cadre et que, en termes il y a un système de gouvernance des investissements qui a été mis en place qui marque un réel progrès. Donc ça veut dire qu'on a quand même une voix exprimée. Après, bon, on est d'accord, après il faut aussi que ça puisse s'inscrire réellement dans les faits, mais en tout cas il y a quand même une forme de progression, je crois même qu'est prévu quand même un avis, enfin une présentation devant l'autorité concédante. Donc il y a quand même des choses un peu concrètes, il y a eu des progrès. Oui, si je puis m'exprimer, Antoine Jourdain, directeur délégué d'Enedis. Donc il me semble que les sujets que vous venez de soulever nous concernent un petit peu. Il me semble qu'effectivement, en ce moment, même s'il ne fonctionne pas encore, il y a un comité national de distribution qui permettra effectivement d'avoir un certain retour et une certaine vision, explication des différents investissements qu'on peut faire sur l'ensemble des réseaux. Parce qu'aujourd'hui, il y a déjà au conseil de surveillance d'Enedis un représentant des collectivités territoriales, qui n'est pas de France urbaine, effectivement, mais qui représente quand même les territoires et donc qui a accès de manière complètement transparente à l'ensemble des investissements qui sont faits. Et d'ailleurs, dans ce comité, dans ces différents comités, il devrait y avoir une mise en commun de l'ensemble des investissements, que ce soit les concédants et les concessionnaires sur l'ensemble des réseaux électriques. Donc la transparence, elle existe.
la volonté de, effectivement hein, l'histoire, vous la connaissez bien mieux que moi, hein, et je pense qu'on n'a jamais été 100% parfait partout, hein, il ne faut pas non plus, faut pas remettre ça en cause, mais je pense que la volonté clairement d'arriver et de cheminer avec vous sur des schémas pluriannuels d'investissement transparents qui sont connus de votre part et qui accompagnent vos projets sont clairement dans les différentes discussions qui sont en cours. Ensuite, pour l'accès aux données, je pense qu'il y a déjà beaucoup de données qui sont publiées sur notre site web. Je vous invite à aller les voir, à la Mailleris. Hein, depuis quelques mois, on s'est mis à publier des données. La publication des données, effectivement, on ne va pas assez vite, hein, mais je pense que personne ne va assez vite dans ce domaine-là. Je pense qu'aujourd'hui, déjà, à la Mailleris, à la Maille des quartiers, vous avez les données de consommation. Aujourd'hui, les pas sont relativement lents, puisque la technologie fait qu'on n'a que 2 relevés par an. Avec l'arrivée du compteur Linky qui est en place, hein, qui avance vite, à la fin de l'année, on aura déjà 8 millions de compteurs, et donc essentiellement sur les grandes communes, donc les communautés urbaines. Donc on aura capacité de discuter sur des données qui sont plutôt ouvertes de manière synthétique, bien entendu, pour conserver la sécurité de données des différentes personnes, mais qui permettront effectivement d'avoir les analyses et répondre aux questions que vous posez. La volonté d'Enedis, je pense que ces dernières années, alors je vais arrêter là parce que sinon je vais faire mon propos tout à l'heure, c'est vraiment de vous accompagner sur ces projets-là. Et je pense que j'ai un peu l'impression que vous nous faites un procès d'attention sur le passé et pas sur les choses qui se passent depuis 2-3 ans, puisque ces sujets-là ont beaucoup bougé depuis 2-3 ans, et je pense que le train, on est en train de le prendre en commun avec vous. Je peux faire une réponse sur l'observation, puisque question sur l'observation. Dans les régions, pratiquement toutes les régions nouvelles, maintenant il existe des observatoires régionaux climat-énergie qui disposent d'un certain nombre de données, alors pas que des données d'Enedis, en fait des données de tous les acteurs de l'énergie et du climat sur le territoire. Donc je pense que là aussi, en tant que collectivité, il faut qu'on se rapproche de ces observatoires qui sont chargés quand même de cette mission. Ouais, simplement, avant de passer la parole, un petit commentaire sur ce qui vient d'être dit. Je crois que le système est non pas en révolution, mais il est en totale évolution. Je crois qu'il y a un certain nombre de lois qui sont passées par là, et des prises de compétences. Et je pense qu'on a cette nécessité d'adaptation les uns et les autres à avoir. Et si les gens qui sont à la tribune me permettent, je vais prendre ma casquette de vice-président en charge notamment de la transition énergétique en Hauts-de-France, pour dire que nous, on a récupéré aussi des compétences, les régions, et qu'on a des choses à organiser. Et on le fait, d'ailleurs, j'ai une délibération cadre la semaine prochaine en région, on le fait avec les opérateurs et en bonne intelligence. Simplement, ce qui est nécessaire, c'est qu'aujourd'hui, du côté des opérateurs, alors il y a les producteurs, et puis il y a ceux qui diffusent d'une manière ou d'une autre sur l'ensemble des territoires l'énergie. Progressivement, il va falloir qu'ils comprennent que ce sont les intercos aussi, et notamment dans les communautés urbaines, les métropoles, qui ont pris aussi cette compétence et qui vont devenir des interlocuteurs et qui ont besoin d'accéder aussi à cette relation que jusqu'à aujourd'hui n'avaient pas forcément, parce qu'elle se faisait soit directement avec les communes parfois, ou aussi avec des syndicats qui doivent aussi eux-mêmes comprendre, et je ne suis pas pour la suppression des syndicats d'énergie, mais qui doivent comprendre aussi que la loi nous a donné des compétences que nous devons assumer. Si nous rejetons les compétences qu'on nous donne, ça ne peut pas fonctionner. Voilà. Pascal Lachambre, maire et vice-président de la communauté urbaine d'Arras, devenir autorité organisatrice, on l'est déjà dans certains domaines, c'est-à-dire choisir finalement la manière de gestion, c'est-à-dire soit en régie, soit délégué, avec DSP ou sous forme de DSP ou autre. En matière d'énergie, je pense que le choix il sera vite fait. Et à partir du moment où on va devoir déléguer, par exemple, est-ce qu'en termes d'installation de compteurs Linky, on aurait davantage de puissance que ce que l'on a actuellement? Ça fait quand même débat dans la population. Je ne sais pas si on va aller plus loin sur le Linky, parce qu'il faudra y passer l'après-midi. Je pense que je propose de voter en touche pour l'instant. On n'oublie pas la question, mais il y a une question là-bas. Madame, on va vous donner un micro.
Oui, Anne Vigneault, donc adjointe au maire à la ville de Besançon, sur la question de la transition énergétique, entre autres. Et je voulais dire que ce qui me semble manquer cruellement pour l'instant aussi, pour être un interlocuteur entre les énergéticiens et les collectivités, c'est quelles sont les données dont nous aurions besoin, nous, les territoires, pour pouvoir avancer sur nos investissements, notre façon d'envisager la dynamique de nos territoires, en particulier comment on peut aborder la question de l'autonomie des territoires ou encore l'interopérationnalité de ces territoires. Et donc, ce qui me semble important, ce n'est pas savoir si les collectivités sont en train de demander des données et qu'elles n'arrivent pas, etc. C'est plutôt quels sont le type de données que l'on peut se transmettre, celles que l'on est en capacité, nous les collectivités, à traiter, parce que traiter la donnée, c'est quand même un métier, c'est quelque chose vers lequel il faut que l'on apprenne à aller. Et donc, moi, il me semble que cette partie-là est pas suffisamment aborder, même si nous, à Besançon, on l'a inclus dans les discussions que nous avons eues, en particulier avec GRDF. Je pense que tout le monde peut souscrire à ce que vous dites, parce qu'en fait, c'est un terrain nouveau et partiellement incognita. On a besoin de se former ensemble et puis d'être aidé par les opérateurs. Voilà. Il y avait une dernière question au fond là-bas, non? Après, on va peut-être clore pour passer au... Il me semble que quelqu'un avait levé la main. Non, il n'y a personne. Bien, écoute, on place, on prend... Simplement dire à madame que par rapport à la problématique que vous évoquez, je pense que ce qui a changé justement, c'est que le bon interlocuteur, c'est l'échelle régionale aujourd'hui, pour vous aider dans cette démarche. Est-ce que... Comment? Non, pas seulement, mais c'est un bon interlocuteur pour organiser les choses sur l'autonomie territoriale que vous évoquez. Alors, parce qu'on a, si on a vous la voulez... capacité de mettre des outils en place, on essaie de le faire en France, qui vont permettre de travailler l'autonomie de ces territoires. Alors, à l'instant T, on est en train de travailler dans une commission qui va demain produire un manifeste qui, même celui-là, sera transmis aux candidats à l'élection présidentielle, c'est bien pour ça qu'on est là. Je vous fais un résumé de ce qu'on pourrait dire. Ce résumé, il est très très bref et très très court par rapport à tout ce qu'on a envie de dire, mais il faut savoir qu'on n'est pas tout seul et qu'il n'y a pas que nous. Assumer pleinement la compétence énergie. Ce qui passe par la possibilité de sortir des syndicats d'énergie, je l'ai dit tout à l'heure, flécher vers les intercommunalités urbaines une partie de la hausse de la contribution climat-énergie et rééquilibrer les relations entre les territoires et les concessionnaires de la distribution d'électricité et de gaz. Rééquilibrer, ça vous va, monsieur? Voilà, il ne faut pas être trop agressif. Voilà. Est-ce que vous êtes d'accord avec ces membres de phrases qui ont été un peu préparés, mais je pense que c'est une étape dans la façon dont les choses évoluent en ce qui concerne l'énergie et nos collectivités urbaines. Il n'y a pas d'opposition. Allez, on passe au point suivant. Et je passe la parole à... Eh bien, c'est Jean-Patrick Masson. Jean-Patrick, à toi. Merci. Alors, en quelques mots, vous présentez ce sur quoi la Commission Développement Durable a réfléchi en matière de pollution atmosphérique, sur la base de plusieurs éléments. D'abord, que les questions de pollution atmosphérique sont un problème de santé publique. On le voit assez régulièrement. Du coup, une demande sociale derrière à laquelle est confronté l'État, mais aussi les collectivités. Il y a un vrai sujet qui a émergé ces dernières années sur ce point. Et du coup, le rôle des collectivités, à nos yeux, devrait être affirmé. J'ose pas dire réaffirmé, c'est essentiellement une prérogative d'État. Mais en tous les cas affirmé, parce qu'il y a plusieurs éléments qui ont évolué ces dernières années. Je le disais tout d'abord, des interrogations des habitants qui se tournent non pas vers le préfet et représentant de l'État, mais généralement vers les collectivités elles-mêmes et les élus qui les représentent. Que le financement des pénalités européennes, qui étaient exclusivement de la responsabilité financière de l'État, aujourd'hui peut être partagé entre l'État et les collectivités. Donc il y a un sujet financier derrière, auquel s'ajoutent bien sûr les conséquences financières des décisions de l'État en matière de circulation notamment, gratuité des transports publics, donc des conséquences qu'il nous faut assumer, à la fois
au travers éventuellement de la relation au public, et puis évidemment financièrement, puisque lorsque on a soit des prestataires, soit qu'on est en régie, qu'on a un transport, un système de transport public, ce qui est le cas de tous les EPCI qui sont évidemment compétents en cette matière, ça a une conséquence financière immédiate. Donc ce dont on a discuté, c'est un premier pas, finalement, celui qui consiste à ne plus être seulement des spectateurs payeurs, mais des acteurs de cette problématique, au travers d'une codécision sur les mesures de limitation de la circulation notamment, mais pas que, en cas de pic de pollution, puisque c'est l'élément essentiel que l'on constate sur nos territoires, tout en sachant, évidemment, sans oublier le côté bruit de fond de la pollution, puisque nous sommes face à deux éléments. Un, le bruit de fond qui ne cesse de s'amplifier sur nos territoires, donc la pollution, j'allais dire, constante et quotidienne, et puis les problématiques de pic de pollution qui, eux, ont un traitement spécifique. Voilà, j'ai essayé de résumer succinctement la proposition, où on demande finalement à être associé de manière systématique, je vous lis la proposition, donc au déclenchement des mesures à prendre pour lutter contre la pollution atmosphérique, pour aboutir à une codécision, donc entre l'État et nous évidemment, dès lors que celles-ci ont une incidence financière sur les budgets des collectivités. Voilà, résumé succinctement, les échanges que nous avons eus en commission développement durable. S'il y a des questions ou des réactions, c'est le moment. Donc, tout le monde respire bien, donc tout va bien. La qualité de l'air à Arras, c'est mais je n'en doutais pas. On entend bien. Il y a le président d'Atmos qui peut le confirmer. Si ça ne passionne pas les foules, on va... Ouais. Si ça ne passionne pas les foules, on va gagner 10 minutes. Ouais, je sais pas, non, mais c'est vrai que oui. Je t'en prie, vas-y. Yves Massot, adjoint au maire de Tours. La semaine dernière, justement, nous avons eu une réunion avec le préfet qui a essayé de nous intégrer dans la réflexion et surtout dans l'éventail de remèdes à apporter en cas de pic de pollution. Et je faisais l'observation suivante, c'est à partir de la loi sur la transition énergétique, les entreprises de plus de 100 salariés vont être obligées de faire un plan de mobilité. Est-ce qu'on n'a pas là la possibilité d'avoir un levier pour trouver des solutions, pour faire en sorte d'intégrer les entreprises de plus de 100 salariés à cet effort de pollution pendant les pics? C'est vrai que là on est plutôt sur le bruit de fond, puisque quand on travaille sur les déplacements des salariés, c'est du quotidien, donc c'est effectivement une bonne mesure. Et puis on peut quand même se rappeler que nombre de nos collectivités sont aussi employeurs, et donc dépassent les 100 employés, donc on peut penser qu'on est concerné directement par ce genre de choses. Et effectivement, on est dans notre rôle au travers des plans climat, énergie, air, énergie territoriaux. Donc au travers de ces plans, on est en capacité d'inciter les acteurs du territoire à travailler sur ce sujet. À travers les PDE et les PDA, mais aussi voilà. les plans de mobilité. Une question là-bas, juste derrière vous. C'est pas tant une question qu'une remarque complémentaire. C'est vrai que dans ce sujet, on s'intéresse énormément au transport des personnes. Je voudrais simplement aussi souligner qu'il y a un vrai enjeu, il y a un vrai débat à avoir sur le transport des marchandises et sur la distribution, l'alimentation des commerces, mais aussi des particuliers qui reçoivent de plus en plus de colis parce qu'ils utilisent de plus en plus l'e-commerce. Donc je me présente, Christian Brément, représentant du groupe La Poste dans les Hauts-de-France. Tout à fait. En fait, les collectivités, c'est pour ça que c'est vrai qu'on a axé plutôt notre proposition sur la codécision en cas de pic de pollution, puisque là, on est impacté
Donc je dis on, c'est les collectivités, mais aussi les habitants, on est impactés directement, et puis certainement les transporteurs aussi. Mais sur le sujet spécifique du fret, il est clair que c'est un des axes sur lesquels on a le plus de mal, nous, collectivités, à agir, parce que souvent, on n'est pas concerné par du transport que par du transport local, on est concerné par du fret qui traverse nos territoires, sur lequel on a malheureusement peu d'impact. C'est-à-dire que quand vous avez une voirie autoroutière, voilà, moi qui suis dijonnais, j'ai 50% du fret national qui est européen, pardon, qui passe par Dijon, donc enfin juste à côté. Donc voilà. Alain, Et donc Alain Youn, de vice-président de l'agglo de Strasbourg, c'est vrai qu'on ne peut pas se cacher derrière notre petit doigt par rapport à la question de la qualité de l'air et dire c'est l'État, etc. Je crois qu'il y a vraiment une responsabilité qu'on doit prendre, parce que les citoyens ne s'adressent pas au préfet. Quand l'air est mauvais, ils s'adressent chez nous, point barre. Donc je crois qu'il y a vraiment une responsabilité qu'on doit assumer de ce côté-là. Et puis le deuxième élément, Jean-Patrick, tu le disais, aujourd'hui, les questions des sanctions financières européennes, c'est plus l'État, c'est les collectivités qui sont directement concernées. Et donc il faut vraiment, effectivement, qu'on aille un peu plus loin, même si c'est parfois, je le dis, parfois confortable de se mettre derrière le préfet pour... je dirais être, quand on parle de circulation, quel que soit le terme, circulation alternée ou autre, c'est vrai que c'est une décision compliquée, mais je crois qu'il y a vraiment, et en ça, la motion dont parlait Dominique Roy avant est importante, aux collectivités de prendre notre part de responsabilité sur les questions de qualité de l'air. Merci, Anne. Oui, la question qui se pose à nous, bien sûr, c'est le transport, mais on sait très bien qu'en fonction des saisons, comme tu disais tout à l'heure, c'est le transport, c'est le bruit de fond, mais il y a tout ce qui vient se mettre par-dessus ça, en particulier quand il y a une saison agricole ou une saison... voilà. Et ça, je ne vois pas comment nous, les collectivités, nous pouvons interagir, enfin c'est quand même compliqué, alors peut-être plus facilement pour la région que pour les intercos, sur la question de l'agriculture et des pratiques agricoles, etc. Donc cette répartition des rôles par rapport à la pénalité, je trouve qu'il faudrait quand même qu'on en fasse une analyse un peu plus fine que de proposer aux collectivités de supporter cette pénalité. Ouais. Clairement, enfin oui, effectivement, c'est multifactoriel la pollution de l'air. Là, on est sur quelque chose, j'allais dire, de plus réduit, quant à la proposition de France Urbaine, qui dit au moins commençons par la codécision lorsqu'il y a des pics de pollution. C'est-à-dire que agissons dans l'urgence, mais effectivement, moi je suis convaincu que c'est sur le bruit de fond qu'il faut travailler, et y compris avec le monde agricole, sur les intrants chimiques, engrais, etc., qui potentialisent la pollution de l'air. Donc il y a un sujet aussi autour de cela. Je pense que la plupart des collectivités ici représentées font des efforts significatifs pour éliminer les pesticides et autres intrants chimiques pour l'entretien de leur territoire. C'est vrai qu'en zone agricole, c'est plus compliqué pour reconnaître. Jacques Patrice, vice-président de la communauté urbaine, salut Jean-Patrick, mais j'interviens plutôt en tant que président d'Atmo Hauts-de-France. Parce que pour rebondir sur ce que vous disiez, notamment pour aider les collectivités et les élus à prendre leurs responsabilités, aider aussi à savoir quelle est exactement la connaissance et quelles sont les proportions de polluants sur nos territoires. Et il y a un outil formidable, un outil irremplaçable, vous avez compris, c'est Atmo. Atmo Hauts-de-France, Atmo qui existe dans toutes les régions, et c'est le seul outil d'aide à la décision qui vous donnera une vue claire, nette, précise et scientifique, justement, de votre territoire. Et ça nous permet, nous, élus, d'agir ensuite en conséquence. Ça permet aussi de conscientiser, de responsabiliser, pas seulement les élus, mais aussi nos habitants, car ça concerne tout le monde, nous sommes tous responsables, tous concernés, par la qualité de l'air. Je pense surtout le lien indissociable air-santé. Et pour répondre encore, pour apporter quelque chose à ce que Jean-Patrick disait tout à l'heure, c'est que aujourd'hui, on peut co-décider avec le préfet, nous les élus, dans la mesure où nous sommes capables, à Atmo, de donner au préfet les éléments
avance. Nous ne sommes plus dans un constat de pollution, nous sommes dans la prévision aujourd'hui. Grâce à nos modèles mathématiques et scientifiques, bon, je passe sur toute cette méthode très complexe, on est capable de donner la qualité de l'air à 48 heures. Le matin à 9 heures, le préfet sait pour le 24 heures, pour le 48 heures, ce qui va se passer. Donc on a largement le temps avec lui de décider des mesures à prendre sur nos territoires. Hein? Donc n'ayez pas, pour les communautés, les intercos qui ne seraient pas encore abonnés, adhérentes à Atmo, je pense qu'il n'y en a pas, tout le monde est adhérent, évidemment, rejoignez-nous, ça ne coûte rien, c'est moins d'1 € par habitant, 90 centimes, vous ne rendez pas compte par an. Alors, c'est des cadeaux par rapport à la... Je crois qu'on a compris. Merci. Mais, et je me permets de dire qu'il a totalement raison. Merci, Président. Merci, j'ai bien fait de venir. Merci beaucoup pour faire le lien, enfin juste un petit commentaire en passant, je rebondis sur ce que disait Monsieur Youn, qui est très intéressant parce qu'on voit effectivement que le fil conducteur quelque part des deux premiers sujets qu'on a abordés, c'est bien la question de la responsabilité. Or, je rappelle que cette notion et ce concept fort de responsabilité a été au centre du manifeste que nous avions déjà initié à l'automne dernier lors de la conférence des villes. Donc il s'agit vraiment de l'inscrire dans les faits, dans la réalité. Je pense qu'en matière de transition énergétique, c'est vraiment ça qui nous tient à cœur. C'est bien prendre en main les choses. On va peut-être faire le... Non, Ah pardon, oui, alors je crois que tu l'avais lu, non? Voilà, alors je vous lis la proposition, hein, que tout le monde est en tête. Associer de manière systématique les élus urbains au déclenchement des mesures à prendre pour lutter contre la pollution atmosphérique, pour aboutir à une codécision, dès lors que celles-ci ont une incidence financière sur les budgets de leur collectivité. Voilà. On passe aux déchets avec Philippe Rapneau. Oui. Pourquoi? Non, on va faire ça tranquille. La commission et les élus qui la composent a fait un constat vraiment partagé, quasi unanime, que cette loi, ces lois d'ailleurs, fondatrices, fondamentales que sont les lois Grenelle, qui instauraient le principe du pollueur-payeur, eh bien, progressivement, n'ont plus été respectées, en tout cas suffisamment respectées. Et donc, nous souhaitons, en fait, une remise à plat dans le cadre de ce qu'on appelle les REP, la responsabilité élargie des producteurs, avec une question que nous nous posons, qui doit payer? Est-ce que c'est... qui doit payer, bien évidemment, j'évoque des déchets dans la partie collecte et traitement de ordures ménagères qui relève des responsabilités des intercommunalités, puisque aujourd'hui c'est une compétence intercommunale, elle n'est plus communale. Donc qui doit payer? Soit le contribuable local, essentiellement dans la grande majeure partie des territoires avec sa taxe d'enlèvement des ordures ménagères, ou le consommateur. On constate que c'est un service qui coûte de plus en plus cher, que les taxes d'ordures ménagères sont bien évidemment en forte progression sur certains territoires, confrontés à un certain nombre de difficultés, des ressources difficiles à obtenir, et on a aussi, qui est venu s'adjoindre à une problématique qui est celle de ce qu'on appelle la tarification incitative, la taxe d'enlèvement des ordures ménagères incitative, qui aujourd'hui va s'imposer progressivement à l'ensemble du territoire. Mais comment pouvoir mettre en place une tarification incitative si, bien évidemment, on ne donne pas de possibilité aux consommateurs de réduire ces emballages? Or aujourd'hui, vous faites tous des achats, vous allez tous dans les supermarchés, etc. On est confronté à cette difficulté et bien évidemment avec parfois des consignes, et notamment sur l'emballage, qui sont un peu contradictoires avec ce que nous aurions nous intérêt à avoir comme réponse sur nos territoires. Donc ce que nous souhaitons, c'est qu'il y ait une éco-contribution qui soit modulable selon la nature des produits mis sur leur marché et puis notamment de leur conditionnement. Nous souhaitons également que ce soit un établissement public composé des différentes parties, que
que les différentes parties soient représentées, qu'il s'agisse des producteurs, des metteurs en marché, des distributeurs, et bien évidemment des consommateurs, mais aussi, et associations environnementales, mais aussi bien évidemment les collectivités, qui soient mises en place pour remplacer ces éco-organismes. Établissement public qui percevrait bien évidemment cette éco-contribution et qui la reverserait au territoire en fonction de critères coétablis, objectifs, définis et bien sûr partagés par les différentes parties prenantes. C'est une petite révolution que nous proposons, mais je pense qu'elle va dans l'intérêt à la fois des collectivités que nous représentons et dans l'intérêt des habitants de nos territoires et de nos contribuables. Et je vais ajouter un mot, c'est le point d'après, on va parler des agences de l'eau. Mais regardez l'intelligence et le succès du système des agences de l'eau, qui justement collectent des éco-contributions chez tous les acteurs de l'eau et qui finalement organisent le mieux possible, avec les acteurs en question, l'usage qu'on peut faire de cette contribution. Eh bien, en matière d'emballage, il faudrait faire la même chose, c'est-à-dire qu'on se met tous autour de la table, ensemble dans l'établissement public. C'est une sacrée proposition que France Urbaine fait, et je pense que c'est le jeu en vaut la chandelle, parce qu'on a déjà un bon modèle en matière d'eau, et je pense que c'est une voie qu'il faut suivre. Oui, Jean-Patrick me faisait remarquer, et parfois nécessaire de donner des chiffres, aujourd'hui si on prend l'emballage, la collecte, traitement des emballages, c'est 1,2 milliard payé par le contribuable, 600 millions payés par le consommateur. 2 tiers, 1 tiers. Voilà, donc nous on souhaite au moins inverser les choses, mais même arriver à une totalité de prise en charge par le consommateur, ce qui nous paraît plus logique. Ce consommateur, c'était dans le producteur aussi, parce qu'il fera des efforts pour réduire. Il n'y a pas de représentant d'éco-organismes dans la salle, visiblement. Personne ne s'est levé, encore, on fusillé. Françoise B, vice-présidente de l'Eurométropole de Strasbourg en charge des déchets et de la valorisation des déchets. Moi j'ai une question aussi par rapport aux autres déchets, aux autres filières REP, puisqu'on a le mobilier, on a beaucoup de choses à côté, où ça pose question aussi sur certains fonctionnements, même si aujourd'hui c'est un petit peu plus transparent que cela l'était au début. C'est aussi une question à poser, puisque c'est vrai que c'est ce qu'on retrouve dans nos déchetteries, où il y a quand même un coût certain, et on voit aussi finalement à un moment donné avec le producteur, donc les marchands de meubles, ce genre de choses, où l'accord a été très difficile à trouver pour qu'ils récupèrent directement chez eux en fait les meubles usagés quand on en rachète un, et que ça vient en déchetterie directement dans les collectivités. Donc c'est la collectivité qui supportait entre autres le coût et non le producteur en fait. Ouais, je pense, enfin je partage tout à fait, d'ailleurs dans les déchetteries aujourd'hui elles sont financées par le contribuable, bien évidemment. Non mais je précise que je ne parlais pas, et je ne vais pas faire une fixation, je ne parlais pas que d'éco-emballage, hein. Je parlais de l'ensemble des règles, et je parlais de l'ensemble des éco-organismes que nous souhaitons fondre dans une seule et même structure, à qui il appartiendra bien évidemment ensuite d'organiser les retours en direction des collectivités. Vous avez parlé de la filière meuble, c'est un exemple, il y en a d'autres. Le principe du pollueur-payeur a été accepté, mais souvent c'est substitué par exemple je ne vais pas payer parce que je vais récupérer. Et force est de constater que ça ne fonctionne pas. Donc laissons la responsabilité aux collectivités qui somme toute font ça depuis des décennies et des décennies et ne le font pas trop mal, mais donnons-leur les moyens de pouvoir le faire dans de bonnes conditions. C'est le principe même de ce que nous proposons. C'est hardi, alors ça a tué le débat. Alors il y a un consensus, parce qu'en fait, c'est quand même très important. Hein. C'est une vraie révolution, ce qui est proposé là. C'est le plus décalé par rapport à ce qui existe. Hein. Alors, ça, c'est une réponse qu'on peut débattre. Je reviens à l'eau, il y a également des points de pollution orphelins.
eh bien, les agences de l'eau les prennent en compte d'une façon collective. En fait, c'est une réponse possible, justement, à condition d'avoir un établissement public où on met en place des règles permettant de gérer l'ensemble de ces problématiques liées à la production de n'importe quel objet qui, tôt ou tard, deviendra un déchet. Hein, et pour l'instant, on subit, nous, les collectivités, on est obligé de gérer des montagnes et des montagnes, et puis on nous accuse de ne pas faire ceci, de ne pas faire cela, de trier pas, etc., alors qu'au départ, on n'a pas les moyens pour le faire. S'agissant du déchet ménager, Pascal, si cet établissement public voyait le jour, il n'est pas interdit qu'il se donne les moyens, effectivement, de traiter ce qu'on pourrait appeler les déchets orphelins. Voilà. En fonction d'un certain nombre de critères à définir, et il permettrait, par exemple, aussi de régler le souci de l'amiante, entre guillemets, dans sa partie ménagère, puisque c'est notre compétence. Hein. On ne va pas aller sur des sujets qui ne sont pas les nôtres. Même si on sait tous que dans nos déchetteries, de temps en temps, il y a des choses qui traînent, qu'il faut bien gérer. Je vais peut-être, Dominique, dans ce cas-là, redonner très clairement le paragraphe 8. Voilà, tout à fait. Donc, rendre modulable l'éco-contribution perçue auprès des fabricants de produits, donc on est bien d'accord que ça englobe tout, afin de favoriser leur éco-conception et remplacer les éco-organismes et les instances de gouvernance de gestion des déchets par un établissement public composé des différentes parties prenantes. C'est un petit pavé dans la barre, hein, je vous dis. Mais on l'assume, et je le dis aussi, assumons aussi à France Urbaine que nous représentons la moitié de la France. Donc avec l'espoir que nous serons entendus. Osons. Bien, je prends la suite, s'agissant des agences de l'eau. Alors on a détecté deux problèmes. Le premier, c'est que au fur et à mesure qu'on fait entrer du monde dans les conseils d'administration et les comités de bassin, la présence des villes est relativement faible et la présence des communautés urbaines, des métropoles, est en proportion très faible. Parce qu'on nous explique qu'il y a d'autres problématiques, la couverture du territoire, etc. Donc on pense qu'un certain rééquilibrage est indispensable compte tenu du fait que, au point de vue financier, c'est de chez nous que ça vient. Hein, puisque c'est prélevé à peu près 80%, les ressources viennent de l'eau, hein, et donc de la distribution d'eau potable et donc des consommateurs. C'est le premier point, donc rééquilibrer la représentation au sein des agences de l'eau. Et deuxièmement, c'est un sujet que vous connaissez bien, c'est qu'il faut que le budget des agences de l'eau serve à l'eau et non pas à subvenir aux problèmes de l'État, problèmes financiers de l'État. C'est trop souvent le cas. Hein, puisqu'il y a eu à plusieurs reprises des ponctions, et des ponctions très importantes sur les réserves financières des agences de l'eau. Donc on demande à ce que les budgets et leurs actions les budgets soient réservés aux actions qui profitent au cycle de l'eau. Enfin, vous avez un autre problème, c'est que les agences de l'eau, c'est l'eau, et de plus en plus, ça sert de béquille au ministère de l'Environnement pour financer tout le reste, quoi. Dès qu'il y a une initiative qui est prise, on dit c'est les budgets des agences de l'eau qui feront ça, si bien qu'on voit s'affaiblir ce système vertueux qui est très ancien, qui a été mis en place à la fin des années 60 en France, hein, et qui a été copié dans le monde entier. On sert beaucoup de modèles à pas mal d'endroits, sauf que souvent le modèle c'est les bassins et c'est pas le système financier qui lui est extrêmement performant et efficace. Et donc il faut que on ne s'en serve pas pour autre chose, quoi, parce qu'il y a de plus en plus la tentation de s'en servir pour gérer toutes les initiatives du ministère de l'Environnement. Voilà les quelques points que je pouvais donner avant d'ouvrir le débat sur les réflexions de la commission ad hoc sur le thème des agences de l'eau et de l'eau. Qui veut prendre la parole ? C'est unanime ? Décidément, c'était bien préparé. Hein. C'était bien préparé, hein, ouais. Alors écoutez, je veux pas, on peut revenir après ça sur des sujets plus généraux, mais je vais vous lire la phrase qui est envisagée. Rééquilibrer la représentation au sein des agences de l'eau au profit du monde urbain
et recentrer leur budget et leurs actions au profit de la gestion du cycle de l'eau. Nous demandons par ailleurs que l'État cesse ses ponctions sur le budget des agences. Il n'y a pas de commentaire sur cette courte phrase qui en dit long. Moi, j'aurais préféré le grand cycle de l'eau. Parce que nous n'avons pas que l'eau potable, les... Oui, on peut mettre le grand cycle de l'eau, oui. En fait, c'est ce qu'on pense aussi. Hein. C'est sous-entendu, hein. En fait, c'est sous-entendu, parce que le cycle de l'eau, c'est pas... C'est le grand cycle. On pense pas à l'eau potable, là, on est dans la gestion de l'eau, en général. Hein. C'est assez générique. Hein, on est même maintenant, avec GEMAPI, dans les logiques qui vont aussi vers l'inondation, etc. L'eau, c'est vaste. Hein. Ok, ben, il nous reste un point. Le dernier point porte sur la biodiversité, moi je suis un peu enrhumé. Et une situation nouvelle a été créée par la loi d'août 2016, du 8 août 2016, qui pose un principe éviter, réduire, compenser. Alors évidemment, on avait tous dans nos collectivités des politiques sur la biodiversité, des déclinaisons des schémas régionaux de cohérence écologique, des corridors écologiques, de la trame verte. Et aujourd'hui, nous allons être impactés, nous, et les opérateurs, sur cette obligation, si on ne peut éviter les impacts, si on ne peut pas les réduire, de compenser. Les modalités de compensation, elles sont encore incertaines, et puis quand on a rédigé la proposition, on n'avait pas encore tout, puisque les décrets viennent de sortir, ces deux décrets du 2 février et du 8 mars, qui précisent ce que doivent être les opérateurs de compensation et les sites de compensation. Il manque quelque chose d'important qui avait été réclamé, c'est le principe de proximité de la compensation. Ce qui fait que dans nos collectivités, par exemple, je prends la mienne, aujourd'hui, même si on a dans notre SCOT un principe de conservation des enveloppes, c'est-à-dire qu'on est aujourd'hui à, on va dire, moitié-moitié d'artificialisé, moitié de naturel ou agricole, et on essaie de conserver peu ou prou cette enveloppe, dans le PLU, 2000 hectares à urbaniser. Et donc ces 2000 hectares devront faire l'objet de compensation par l'opérateur qui s'en occupera. Cette compensation sera faite comment? Alors aujourd'hui, je ne sais pas, et je ne suis pas sûr qu'elle sera bien faite. J'ai moi-même déjà des propositions diverses et variées de fiduciaires, de cabinets d'avocats qui nous disent, écoutez, on va demander à l'opérateur, nous, on va créer un site de compensation, je ne sais où, parfois loin, confiez-nous, puisque l'opérateur aura l'obligation de faire un plan de gestion sur 20 ans et donc de le financer, confiez-nous l'argent du plan de gestion, on s'en occupera. Les gens vont se faire des trésoreries, et avec une qualité scientifique qui normalement doit être agréée par le CNPN, Conseil national de protection de la nature, mais sur 20 ans, je ne suis pas sûr que la qualité soit suivie de manière très opportune. Donc on risque d'avoir des effets assez compliqués du principe de compensation si on ne la suit pas. Parallèlement, toutes nos collectivités essaient de poursuivre des objectifs de continuité écologique, de constitution de corridors à l'intérieur de l'espace urbain, ce qui coûte cher. Aujourd'hui, c'est validé par toute la politique de société, mais aussi par l'adaptation au réchauffement climatique qui nécessite une végétalisation de la ville. Et la proposition, c'est de réintégrer ce principe de compensation dans les politiques urbaines de continuité végétale, de corridors écologiques, et de pouvoir donc bénéficier des financements de la compensation dans le cadre des politiques de végétalisation de la ville. Et donc d'en faire une ressource pour les collectivités, sur lesquelles on pourra s'associer, les naturalistes évidemment, pour que la compensation ait une réalité scientifique, mais de faire en sorte que s'il y a destruction dans nos périmètres urbains et périurbains, la compensation ne se fasse pas à 300 km dans un espace naturel, mais elle se fasse là où il y en a besoin, ici en ville, et que cet argent participe de la végétalisation et que ça soit sous le contrôle de la collectivité. Voilà la proposition en gros, et c'est pour garantir que l'argent qui sera issu du principe de compensation issu de la loi de 2016 sera utilisé convenablement et durablement, j'allais dire. Donc la phrase qu'on a émise, mais évidemment comme le décret du 8 mars, c'était difficile de trouver une formulation exacte,
mais bon, elle convient dans la mesure où elle s'adapte au contexte législatif réglementaire, c'est faire en sorte que les intercommunalités puissent recevoir directement les financements permettant de compenser les atteintes à la biodiversité, c'est-à-dire en gros de les reconnaître comme opérateurs de compensation et de reconnaître les sites de compensation à l'intérieur des intercommunalités. Qu'est-ce qui va intervenir? Autant que ces sous-là soient chez nous, quoi. On en a besoin et on fera du bon boulot avec. C'est ça l'affaire. Hein. Françoise Presse, vice-présidente de l'agglomération de Besançon. Je voudrais intervenir sur la compensation. Là, en fait, avec vos propositions, on acte le fait qu'on est d'accord avec la compensation et on n'insiste pas assez sur la réduction et l'évitement. Donc peut-être qu'il faudrait tout d'abord un préalable. Le débat, il est préalable à la loi. La loi, effectivement, la question c'est d'abord éviter et de prouver qu'on n'a pas pu éviter, de prouver qu'on n'a pas pu réduire, mais une fois qu'on a fait ça, il y a la compensation. Je pense que le débat, il faut qu'il ait lieu, mais il n'est pas l'objet là. L'objet, c'est quand la compensation sera obligatoire, et il y aura plein de cas où elle sera obligatoire, de faire en sorte qu'elle soit bien utilisée et au profit de politiques urbaines intégrées. Mais bien évidemment, mais là il faut renvoyer au texte de la loi. La loi précise que c'est dans l'ordre éviter, réduire, compenser. Oui, mais peut-être le rappeler au début de proposition. Sous-entendu, c'est dire qu'il faut commencer par éviter, il faut commencer par réduire, et après ça, compenser. Et en fait, l'objet, c'est dans la mesure où on compense, compensons chez nous et gardons les moyens et non pas compensons à 200 km de là par une compensation, je dirais, alibi, hein, puisque c'est plus difficile de compenser localement. Oui, on peut considérer aussi que c'est reprendre un peu la loi, en fait, hein, le principe lui-même. Hein. Donc, oui, c'est ça, mais est-ce qu'on doit, nous, France urbaine, le reprendre, enfin, notre compte, voilà, c'est une question. Quelque part, il est évident déjà. Ça permet peut-être juste de comprendre le sens des choses. Oui. Oui, si je peux me permettre de prendre la parole, parce que j'ai le micro. Françoise Lesconnec, ville de Rouen, adjointe au maire en charge de l'environnement. Je participe aussi à la commission développement durable. Le message principal qu'on veut faire passer, c'est vraiment la notion de territorialisation, si je puis dire, de la compensation. Qu'elle soit vraiment directement attribuée aux collectivités territoriales et non pas dispersée, comme on peut le voir actuellement. C'est ce qui se passe, hein. Il y a déjà des compensations qui existent, si on prend le cas des parcs régionaux ou autres, ou des grands chantiers sur les estuaires, si je prends en ce qui me concerne l'estuaire de la Loire, de la Seine, excusez-moi. Dans la Loire, c'est mon origine, c'est mon pays, donc c'est pour ça, ça me revient tout naturellement. Mais voilà, c'est vraiment, on veut vraiment que le message soit très clair, c'est que les compensations, la partie financière des compensations doit être attribuée aux collectivités territoriales et pas ailleurs. Ça veut dire que si on considère une échelle, par exemple, une commune décide de faire un aménagement, est-ce que la compensation doit se faire à l'échelle du donneur d'ordre ou elle se fait parce que là ça pose un problème de territoire dont il est question. Et puis l'autre question qui me vient tout de suite, c'est que la question de la compensation, j'entends bien ce que dit Françoise, effectivement, c'est quelque chose qui est discutable en général parce que souvent ce qui se passe c'est qu'on a des mesures compensatoires sur des mesures compensatoires. Je m'explique. On décide par exemple de mettre en mesure compensatoire le réaménagement d'une zone humide et puis ensuite, quelques années après, on décide de mettre de mesures compensatoires pour la gestion de cette zone humide. Et franchement, là, on est bien territorialisé. Mais on a une compensation verticale, si je peux prendre cette image-là, elle n'a pas beaucoup de sens. Voilà, donc du coup, ça mériterait peut-être un tout petit peu de précision. Vous proposez quelle rédaction? Moi déjà, je voudrais savoir est-ce que vous aviez envisagé une échelle particulière dans la notion de territorialisation? C'est moins l'échelle, parce que l'échelle, il n'y a pas de principe de proximité dans la loi. Oui. C'est de dire que cela doit se faire dans le cadre des politiques qui sont celles des schémas régionaux de cohérence écologique, dans le cadre des politiques de trame verte qui sont dans nos PLU par exemple, et que donc ce soit dans le cadre de la planification urbaine et dans des opérations qui soient cohérentes avec la politique urbaine,
on a tous dans les SCOT, dans les PLU, des trames vertes, et que ce soit dans ce cadre-là que la compensation, donc c'est moins une échelle, que ce soit une cohérence et une continuité qui est déjà prévue dans la planification. Je me demandais comment on pouvait ensuite l'interpréter pour le mettre en application, pour dire sur cette compensation elle est acceptable puisqu'elle est sur la commune d'à côté ou alors parce qu'elle est sur ma commune, ou sur ma communauté de communes. Et pas, vous voyez ce que je veux dire? C'était juste, je regardais déjà la mise en application de ce que vous proposez. Je suis d'accord sur ce principe avec vous, mais il me paraît difficile de réécrire la loi dans la mesure où la loi n'a pas posé le principe de proximité. Donc on commence par le principe de proximité, c'est ça que vous êtes en train de dire. Il est dans la mesure où, effectivement, sur les opérations qui sont sur notre territoire, les opérateurs s'adresseront à nous. Si on peut leur proposer des compensations sur notre territoire et dans une politique globale, en plus cette politique pourrait être validée par les naturalistes, par les associations naturalistes, par les scientifiques, les conservatoires du muséum, etc. Donc on aura une garantie de qualité scientifique, de réalité et de suivi dans la durée. Et donc si on propose aux opérateurs de territoire une compensation sur le territoire, c'est une facilité. Si je peux ajouter quelque chose, en fait c'est surtout ce qu'on veut éviter qui est important, c'est-à-dire qu'on veut éviter qu'on se retrouve dans la situation où il y a des officines de compensation qui marchandisent, excusez-moi l'expression, la compensation de telle manière à en faire un produit financier plutôt que d'avoir une effectivité de cette compensation sur les territoires. Et pour avoir une effectivité de compensation sur le territoire, à définir, moi je suis d'accord, il n'y a pas de précision, il faut qu'on ait la maîtrise de la façon dont ça va se passer, y compris des flux financiers qui sont associés. Voilà, en fait c'est ça la raison essentielle. C'est plus ce qu'on cherche à éviter, hein, une dérive finalement qui est permise par la loi aujourd'hui. Pour compléter, enfin, je crois qu'au stade où on en est, on est quand même dans un manifeste qui reste très politique, hein, donc on n'est pas rentré peut-être dans la précision qu'il faudrait avoir lorsqu'on va discuter, quand on va commencer à présenter ces propositions de manière concrète aux candidats. On rentrera, et peut-être plus encore avec le gouvernement, je pense que le prochain gouvernement, on rentrera un peu plus dans le concret. Donc cette question que vous soulevez devrait être abordée évidemment. Hein. Est-ce que c'est au niveau de l'intercommunauté, est-ce que c'est au niveau de la commune, enfin, En fait, on veut en faire une opportunité pour le territoire. Une opportunité pour le territoire, alors que c'est je dirais une sanction financière pour une opération qu'on peut d'ailleurs souhaiter, mais dont les conséquences financières partirent ailleurs. On préfère, disons, pouvoir avec ça être je dirais, les usagers bien compris de ces moyens qui finalement partent du territoire. La rédaction qui était proposée, alors s'il y a une autre rédaction, c'est ouvert, hein. C'était faire en sorte que les intercommunalités puissent recevoir directement les financements permettant de compenser les atteintes à la biodiversité. La rédaction peut être modifiée, le sens était d'être opérateur de compensation et que les sites de compensation soient dans nos intercommunalités, dans le cadre de nos politiques de corridor écologique de trame verte. Et c'est bien dans cette optique de sécurisation sur laquelle insistait Jean-Patrick. Écoute, oui, je vous en prie. J'ose à peine intervenir parce que je ne suis pas... D'abord, je ne suis pas élu, ensuite, je ne suis pas vraiment compétent, je suis journaliste. Donc, et je ne suis même pas critique littéraire. En ce moment, c'est grave. Hein. Je ne suis même pas critique littéraire à la Revue des Deux Mondes. Hein. Bon, non, Simonet, je suis journaux, il y en a peut-être qui connaissent déjà. Ce que je ne comprends pas très bien, c'est pourquoi dans votre phrase vous demandez quelque chose que vous pouvez déjà faire. Je ne vais sûrement pas défendre le ministère de l'Environnement qui actuellement finance la biodiversité en piquant l'argent des factures d'eau, mais je ne comprends pas pourquoi vous demandez quelque chose que rien n'empêche aucun de vos adhérents de réaliser. Rien n'interdit à une collectivité territoriale d'être un opérateur de site de compensation. Relisez le décret, rien n'interdit qu'à une personne publique, là c'est marqué dans le décret, une personne publique ou privée. Aujourd'hui, de faire en sorte que l'État dise que les premiers opérateurs de compensation soient les collectivités, ça sera éviter d'avoir... Il y a déjà des offres. Hein. Je vous suggère de mettre en priorité. Parce que là, tel que vous écrivez, vous demandez un truisme. Mettez en priorité ou d'une façon qui exclut toute initiative privée, s'il y a une initiative publique. Alors votre idée, ce serait de dire de prioriser la compensation locale
ne sais pas comment le opéré formuler, par l'intercommunalité elle-même. En tout cas, parce que là, votre phrase que j'entends, il n'y a aucune demande de priorité par rapport à un opérateur public. Vous dites, ah, on voudrait pouvoir le faire, mais vous pouvez le faire. Non, c'est pas. Enfin, si je peux me On fait une permettre. proposition de rédaction. Non, mais je veux dire, c'est pas tout à fait ça. Hein. C'est les intercommunalités puissent recevoir directement les financements. C'est-à-dire que aujourd'hui, les difficultés, c'est que on n'est pas en position de recevoir directement les financements sur les opérations, donc de manière obligatoire, pas en priorité, de manière obligatoire sur nos territoires. C'est-à-dire que ce qu'on souhaite, c'est pouvoir gérer sur nos territoires cette problématique-là. Donc il faut mettre. Et donc, si une collectivité derrière veut, pour faire sa compensation, avoir affaire à une officine privée, c'est son problème. Mais au départ, l'idée, c'est de dire, quand il y a une opération sur notre territoire qui nécessite une compensation, il faut que ça passe par la collectivité concernée. Ensuite, si. Quand on dit... Non, mais le problème, c'est qu'on part d'un point, on ajoute et on oublie de la phrase de laquelle on est parti. La phrase, elle est claire, c'est faire en sorte que les intercommunalités. Alors, peut-être que le faire en sorte peut simplement se traduire par un permettre aux intercommunalités de recevoir directement les financements. Alors, si on remplace directement prioritairement, ça vous va? Le truc, enfin le débat, mais on peut avoir le débat, c'était de dire on veut être obligatoirement concerné. Obligatoirement. Ouais. Ah, on a peut-être timoré finalement sur la formulation, mais c'est bien. Oui, non, mais vous avez raison, mais c'est bien ça, hein, faire en sorte, c'est vrai que faire en sorte, du coup, ça fait un peu bémoliser le truc. Mais c'est bien ça, hein, c'est-à-dire qu'on soit bien maître sur nos territoires. Voilà, il est un peu faible, je vous rejoins. Donc, si je peux me permettre, ça veut dire qu'on n'a pas là la certitude dans ce qu'on demande, on aurait la certitude d'avoir le financement, mais pas forcément la certitude que l'argent qu'on nous mettrait irait sur ce territoire. On est bien d'accord. À ce moment-là, c'est la décision de la collectivité. Donc la notion non mais je voudrais juste, parce que je vois certains territoires qui aujourd'hui travaillent sur des compensations extérieures à leur territoire. Je me dis que même si demain ils reçoivent l'argent de cette compensation, je ne vois pas pourquoi ils décideraient de ne pas compenser par un territoire extérieur à leur territoire et finalement continuer leur développement. Donc c'est pour ça que je parlais tout à l'heure mais par contre, excusez-moi, je ne sais pas rédiger comme ça, mais je ne vois pas comment ça protège l'idée que non seulement on en a les moyens, mais en plus de ça, on le fait bien sur notre territoire. Tout simplement, ça évite que la collectivité soit chantée sur non, mais je suis d'accord, mais tu es d'accord que ça ne donne pas la notion de proximité. Et effectivement, c'est la libre administration des collectivités que de choisir de travailler en localité finalement, hein, au plan local, ou d'externaliser la problématique. Mais ça, c'est une décision de chaque collectivité pour elle-même. Alors, je suis d'accord que c'est peut-être pas complètement satisfaisant. Non, mais c'était pas tout à fait ce qu'on se disait tout à l'heure quand on parlait de territoire et de proximité. Il faut puissent recevoir et mettre à la place, reçoivent directement les financements permettant de compenser les atteintes à la biodiversité, que ce soit chez elles ou ailleurs, parce qu'en fait, les collectivités ne pourront pas toutes compenser sur place. Il y a des questions de géographie, de circonstances. Mais en tout cas, qu'elles puissent le faire et que ça passe par elles. Il y a une maîtrise et un contrôle. Donc voilà, moi je propose, même s'il y a déjà des choses imprimées, cher Philippe, hein, on va mettre reçoivent directement. Ça sort clairement du débat qu'on a là, et je pense qu'il faut tenir compte de ces remarques qui sont pertinentes. Hein. Obliger et permettre. Oui, permettre, reçoivent directement les financements, voilà. Reçoivent directement les financements. Oui. Voilà. Maintenant, nous avons 3 intervenants. Réaction des partenaires de France Urbaine. Je vous rappelle, tout le monde le sait, que nous avons des partenaires bienveillants qui nous aident à réfléchir, notamment dans cette commission-là. Et donc, j'ai noté les interventions d'EDF, d'Enedis et d'Engie. Alors, on va commencer par EDF. Qui représente EDF ici? Monsieur, vous avez la parole. On va vous donner un... Venez vous installer là, voilà.
on donne aux partenaires quelque chose qui ne marche pas, ça va fonctionner. Merci. D'abord, bonjour à tous et merci beaucoup de votre invitation. Alors, on m'a dit de faire très bref, donc je vais essayer d'être synthétique aussi, mais s'il y a des questions, je suis évidemment ouvert à tous. Et puis, je suis bien épaulé dans l'Assemblée. J'ai quelques personnes de la région qui sont ici. Simplement pour vous dire un premier point. Tout d'abord, pour vous dire qu'on partage évidemment à 100% à EDF votre constat, monsieur le Président, monsieur le maire, monsieur Gros. Les collectivités sont en pleine transformation, elles se sont saisies pleinement de leurs compétences d'énergie, ou pour certaines sont encore en train de les saisir, et EDF a compris qu'il fallait qu'il se transforme également, au moins aussi vite que vous, et même si possible un peu plus vite pour vous donner un temps d'avance sur un certain nombre d'éléments, pour éclairer, pour vous aider aussi à faire les choix techniques, les choix énergétiques qui sont les vôtres, et qui en fait sont ceux que vous donne à faire la population que vous représentez. Parce qu'on n'oublie jamais que vous êtes des élus du suffrage universel et que vous représentez aussi, vous incarnez des politiques publiques que nous devons vous aider à mettre en œuvre. Alors le premier point, effectivement, c'est que EDF se transforme à vos côtés, pour vous aussi, et n'est plus seulement le producteur d'électricité décarbonée que nous connaissons, qui est encore EDF, mais c'est aussi maintenant devenu un énergéticien généraliste pour les énergies par carbone, l'efficacité énergétique et les développements de nouveaux services qui sont attendus par vos territoires. Et c'est dans ce sens que nous avons développé, que nous développons encore de nouvelles compétences. Alors, si je devais le donner très très vite, nous pouvons vous accompagner à 3 niveaux dans cette transition énergétique, dans les territoires. D'abord, évidemment, nous avons développé des capacités de modélisation et d'ingénierie technico-économique pour vous aider à définir les solutions énergétiques locales les plus adaptées à votre territoire. Alors, soit très en amont, et nous avons des travaux aujourd'hui avec plusieurs régions, notamment les Hauts-de-France, mais aussi avec de nombreuses métropoles, ça passe d'ailleurs parfois par des conventions, mais pas toujours. Que ce soit aussi pour les projets de court terme, lorsque vous avez effectivement, en tant que métropole ou communauté urbaine, un projet d'écoquartier ou un projet clairement identifié, et bien là aussi, vous posez la question de la meilleure solution énergétique, de l'économie circulaire aussi, de la manière de valoriser au mieux vos ressources locales, et bien là aussi, nous avons développé des expertises à travers nos développeurs, à travers nos chercheurs de la R&D depuis des décennies. Deuxième point, effectivement, lorsqu'il y a une problématique urgente, rénovation de l'habitat, habitat social en particulier, rénovation de l'éclairage public, rénovation d'un quartier, là aussi, nous pouvons vous aider à identifier effectivement les solutions les plus adaptées dans une démarche d'opportunité, parce que vos villes, vos territoires se transforment très très vite, et il faut pouvoir répondre à cette urgence. Et puis dernier point, et non des moindres, puisque depuis maintenant quelques années, EDF s'est doté de toute une série de filiales de spécialités qui ont rejoint le groupe, et qui donc adressent l'ensemble, je dirais, des thématiques qui sont les vôtres, pour cette fois-ci être en capacité d'intervention directe suite au marché et aux consultations que vous lancez. Et bien sûr Dalkia, qui est un leader des services énergétiques, sur les réseaux de chaleur bas carbone et les réseaux de froid, jusqu'aux solutions énergétiques des bâtiments, Citélum pour l'éclairage public, mais aussi tous les services connectés associés, Tiru, qui est le producteur d'énergie renouvelable, et je vais vous donner quelques exemples effectivement très concrets, et je pourrais citer aussi Soletrel ou Nets Energy ou EDF Énergie Nouvelle. Alors juste quelques éléments, parce qu'on est à Arras, et le président Rapneau le sait bien, donc on a effectivement, notre groupe a eu l'honneur d'être choisi pour pouvoir exploiter un réseau de chaleur qui effectivement répond à la problématique à la fois d'utiliser les ressources locales, mais aussi évidemment de permettre de chauffer au meilleur prix l'ensemble des habitants ou des équipements associés. Alors, cette chaufferie a été inaugurée d'ailleurs il y a quelques mois, je crois, par Madame la Ministre qui est venue ici. Ensuite, nous avons effectivement
nous avons effectivement d'autres exemples, mais moi après je pourrais vous... Je ne me trompe pas, c'est ça, Monsieur le Président? Oui, je vous confirme que la ministre a dû mettre le feu. Oui. Bon. Après, effectivement, bon, simplement pour vous dire, parce que je ne suis pas là pour faire une litanie ou toute une série d'exemples, mais j'aurais bien sûr à vous proposer si vous le souhaitez, parce que ça peut vous éclairer certaines des personnes ici présentes dans l'Assemblée. Simplement pour vous dire que EDF prend vraiment le virage aujourd'hui de la production décentralisée. Nous avons fixé un cap à 2030 qui va faire que nous allons investir autant dans le nouveau nucléaire que dans les énergies renouvelables. Nous allons doubler la capacité installée d'ici à 2030, passant de 28 à 50 MW. Nous allons effectivement continuer à essayer de vous proposer, là où vous souhaitez effectivement rééquilibrer votre mix, là où vous souhaitez verdir vos réseaux de chaleur, là où vous souhaitez effectivement valoriser davantage les déchets produits par vos entreprises, par vos habitants sur vos territoires, là où vous souhaitez valoriser vos ressources locales, ressources bois par exemple, biomasse, eh bien, nous devons être au rendez-vous de vos attentes et des attentes de vos concitoyens pour vous proposer effectivement des solutions décarbonées et qui permettent d'utiliser ces ressources locales. C'est vrai sur le Grand Nancy, c'est vrai à Toulouse, c'est vrai à Nice, et donc c'est vrai à Arras, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et puis un dernier point, peut-être si vous me le permettez, je ne sais pas si j'ai encore quelques instants, pour vous dire qu'il y a toute une série de sujets qu'on n'a pas forcément adressés aujourd'hui, mais peut-être qu'il y aura quelques questions là-dessus. C'est qu'EDF, à travers ses équipes de R&D et toutes ses équipes commerciales, réfléchit avec vous, dans le cadre d'appels à projets européens, ou dans le cadre de démonstrateurs territoriaux, réfléchit à tous ces nouveaux champs que sont l'autoconsommation individuelle et collective, et effectivement tout ce qui est pilotage de systèmes énergétiques locaux. Là, on est dans un champ qui ne fait que commencer, où des modèles d'affaires, des modèles contractuels sont sans doute à réinventer, avec les gestionnaires de réseau, avec les fournisseurs, et EDF a mobilisé et mobilise vraiment toute son expertise pour essayer d'avancer sur ces sujets tout à fait innovants, où le cadre réglementaire commence à se stabiliser, notamment sur l'autoconsommation collective. Voilà. Et puis un dernier point, simplement pour comme Philippe Angotti est là, pour effectivement vous préciser que EDF est également partie aux discussions nationales sur la modernisation du cadre concessif pour la fourniture aux tarifs réglementés de vente. Et je représente EDF dans ce groupe de travail. Nous allons là aussi, et nous avons, et j'espère que vous aurez dans quelques semaines la vue sur le point de sortie de tous ces travaux. Nous avons effectivement bien pris note de votre souhait de davantage souligner l'ancrage de la concession de fourniture et de distribution d'électricité dans la transition énergétique, mais aussi le souhait d'avoir plus de transparence et de responsabilité sur les concessionnaires. Donc c'est un pli là aussi qui est davantage pris à travers cette modernisation du cadre concessif. Et puis avec France Urbaine, c'est une longue histoire, et c'est une histoire qui se poursuit, puisque au-delà des échanges que nous avons sur le cadre concessif, et au-delà des échanges très anciens qui existent entre EDF et France Urbaine, eh bien nous allons, je l'espère, en 2017, continuer à réfléchir ensemble et enrichir notre convention de partenariat sur la Smart City, sur la densification urbaine. Et ce sont des thèmes vraiment d'avenir avec lesquels nous aurons besoin de construire les solutions de demain avec vous, bien sûr. Je vous remercie. Merci, monsieur. On ne reconnaît plus EDF, c'est formidable. C'est une évolution. Voilà. Alors, le débat est ouvert, je crois. Avant de passer la parole aux deux autres partenaires, je voudrais que des gens éventuellement réagissent. Effectivement, il y a du neuf. On se souvient d'entendre. Ça inspire quelqu'un dans la salle, dans la commission? Non, mais c'est parce qu'il est sincère, c'est pour ça que vous ne voulez pas poser de questions. Bah, écoutez, je vais obliger personne à parler sous la contrainte. On va demander à Enedis de venir prendre la place. On va vous laisser. Merci. Merci, monsieur.
Merci bien de me laisser intervenir. Je voulais juste une petite remarque. À la fin du déjeuner, on a eu un discours très intéressant qui nous a dit « Small is beautiful ». Et puis, M. Gros, vous avez dit que vous étiez un nain dans l'énergie. Oui. Alors, bon, le problème, c'est que nous, on est gros. Hein. On est gros, mais, comment dirais-je, on se soigne. Et je pense que, finalement, le débat petit-gros n'est pas forcément le débat qui est le plus pertinent. Je pense que le tout, c'est savoir... Allez-y tranquillement, j'ai l'habitude, j'ai commencé à 3 ans. Ah bah vous voyez. Allez-y. Au moins comme ça on m'écoute. Voilà. Donc, non, en fait, plus sérieusement, je comprends cette analyse. De toute façon, aujourd'hui, et c'est un peu l'intitulé de la table ronde, c'est la transition énergétique. La transition énergétique, c'est sur les territoires. C'est pas, il n'y a pas de choix. Hein. On se rend bien compte que de toute façon, l'énergie, soit c'est des réseaux de chaleur, soit c'est l'électricité, soit c'est du CO2. Et Enedis, nous, on est l'opérateur des réseaux électriques, et donc qui est complètement au cœur de la transition énergétique, puisque c'est nous qui relions les sources d'électricité renouvelables. Il y a 14 gigawatts de renouvelables installés hors tout ce qui est hydraulique, donc 14 gigawatts de photovoltaïque et d'éolien. Vous savez bien que l'éolien, il n'est pas au cœur des métropoles, il est plutôt souvent dans les territoires, dans les campagnes. Et 95% de l'ensemble de ce réseau est relié sur le réseau d'Enedis. Alors Enedis, depuis quelques années, on a mis en place des démonstrateurs, on en a mis 18 sur les territoires, donc sur la ville de Lyon, sur Nice, sur Ventéa, près de Reims, sur l'ensemble des territoires, pour justement un peu regarder comment on peut faire fonctionner cette transition énergétique, non pas en étant parisien, en disant bah voilà comment ça va se passer, mais en regardant avec l'ensemble des opérateurs, l'ensemble des collectivités, hein, des métropoles et des communautés urbaines, de ce qu'elles voulaient faire de cette transition énergétique et ce qu'elles voulaient faire de cette énergie produite localement. Donc on en a fini avec trois démonstrateurs. Hein, donc dans les Hauts-de-France, on a UN Green hein, qui est en cours. On a dans la région de Nice et puis on a Smart Vendée. Enfin, donc 3 gros démonstrateurs qui permettent de prévoir le fonctionnement de la transition énergétique avec cette énergie renouvelable sur les réseaux de demain, puisque on peut dire que ça ne va pas assez vite, mais tout ça, ce sont des choses qui sont en train d'être inventées, qui sont en train de se construire, et sur lesquelles, en France, on est plutôt en avance. Et le souhait d'Enedis, c'est pas de trouver les solutions tout seul, mais c'est de trouver pour chaque territoire, pour chaque particulier, la solution qui vous convient. Et de capitaliser l'ensemble des solutions qu'on peut trouver par-ci, par-là, pour pouvoir les offrir à l'un ou à l'autre, puisque ce qu'on trouvera à Toulouse, ce qu'on trouvera à Nantes, ce qu'on trouvera à Marseille, eh ben, peut-être qu'il y aura une partie qui sera qu'on pourra reporter sur Lyon, une partie qu'on pourra reporter sur Lille, une partie de Lille qu'on pourra mettre à Reims, ce genre de choses. Et je pense que c'est toute la force, et pour ça qu'un opérateur national d'une certaine taille a aussi cet intérêt de pouvoir foisonner l'ensemble des solutions. Plus l'opérateur national, il est aussi garant une partie du pacte républicain grâce à la péréquation, qui nous permet quand même de s'assurer que l'ensemble de nos concitoyens, hein, quelle que soit leur situation géographique, pourront participer et profiter de cette transition énergétique. Donc, sur tous ces outils donc, de transition énergétique, on prépare des nouvelles offres qui sont déjà en train d'être testées. Je vois par exemple à Perpignan, on va tester dans les semaines qui viennent de l'autoconsommation. L'autoconsommation, donc l'électricité produite localement dans un quartier qui peut être consommée localement. On est en train de tester ce type de solution, puisque c'est les territoires, c'est la ville de Perpignan que ça intéresse, et donc avec nos outils, avec Linky qui est développé de manière nationale, hein, en s'appuyant sur des partenaires locaux tels que la ville de Metz, hein, l'UEM avec eFluid hein, qui nous permet d'avoir un superbe logiciel qui fonctionne bien, hein, et donc en s'appuyant encore sur les territoires, d'avoir des solutions qui correspondent à vos demandes. Alors après, on peut nous critiquer, nous dire vous ne donnez pas l'ensemble de vos données, ce genre de choses. Je pense que je vous invite à aller sur notre site internet. On s'est mis dans la publication des données. C'est vrai que c'était pas forcément la de notre culture, pas trop une culture française non plus d'ouvrir l'ensemble des données. Je pense que c'est en cours. Et la vraie difficulté après de ces données, c'est
de trouver les besoins qui vous correspondent et ce que vous voulez en faire de ces données, et de nous de préparer les sujets qu'on a pu identifier par-ci, par-là, dans les différentes villes, pour pouvoir vous proposer l'utilisation de ces données en fonction de sujets qui vous intéressent. Voilà, donc je voulais faire très court sur la transition énergétique, puisque tout à l'heure, le cadre contractuel, on en a parlé, hein, et donc c'est bien que tout ça, c'est en plein travail, et ça devrait bientôt aboutir, on espère. Bien, écoutez, merci M. Jourdain. Je pense que Enedis, c'est un vrai sujet, parce qu'en fait, ils sont partout. Hein. On a besoin d'eux pour évacuer l'énergie. Pas partout. Presque partout. Presque partout, oui. Presque partout. Mais on a besoin d'eux pour évacuer l'énergie. On a besoin d'eux pour... c'est la continuité du service public tel qu'il existait autrefois et qui continue à exister en ce qui concerne les infrastructures. C'est bien comme ça qu'il faut le comprendre. Je pense que c'est un vrai débat de fonctionner avec Enedis, qu'Enedis nous explique ce qu'il fait chez nous, dans notre quartier, dans notre territoire, comment ça se passe, comment on peut accéder aux données. Qu'est-ce qui veut prendre la parole? Ah ici, Jean-Patrick. Oui, je voulais simplement insister sur un point qui me paraît particulièrement important et sur lequel vous avez conclu, à savoir que, effectivement, les données sont un élément indispensable pour nos collectivités, pour pouvoir mener un certain nombre d'actions qui sont obligatoires pour nous, telles que les plans climat, la lutte contre la précarité énergétique, etc. Et c'est vrai qu'il faut que ces données correspondent exactement à ce que les territoires demandent, c'est-à-dire ce dont ils ont besoin pour mener ces missions. Et le fait d'avoir un site, c'est Internet avec un certain nombre de données à la Maïris, est certainement un progrès. C'est qu'un premier pas. Ça a son utilité, mais ça ne répond pas à la question que vous avez vous-même posée, c'est-à-dire avoir un site où on peut aller chercher un certain nombre de données, mais qui ne sont pas complètement adaptées aux nécessités des collectivités, c'est un premier pas, mais c'est un pas qui ne va pas assez loin. Il en faut donc un deuxième qui nous permette d'avoir un dialogue entre Enedis et nous, de telle manière à ce que ces données soient qualifiées au regard des compétences des collectivités et des obligations que nous fixe la loi. C'est particulièrement important parce que sinon on ne pourra pas mener ces politiques. Donc il faut qu'on ait bien ça en tête. Et moi j'incite les collègues d'ailleurs, hein, lorsque vous avez un certain nombre de contacts avec Enedis, à avoir un niveau d'exigence, alors pas de demander n'importe quoi, en plus on en ferait quoi des données, hein, je pense que c'est mais avoir un dialogue avec vous de telle manière à obtenir les données nécessaires au fonctionnement de la collectivité et à sa relation avec ses habitants. Alors avant de passer la parole, peut-être qu'il répond sur ce point-là ou c'est le même sujet? Même question, alors on y va. C'est le même sujet, juste on y va. Compléter, parce que ce qui nous importe, c'est bien sûr les informations, mais ce qui est intéressant par rapport, en complément de ce que vient de dire M. Masson, c'est aussi le transfert des données, le transfert automatique des données. Aujourd'hui, avec la numérisation, il faut penser que nous, on a besoin de ces données en temps réel, donc il ne faut pas forcément les mettre à disposition, il faut donner la possibilité de les transférer automatiquement. Et quand je parlais tout à l'heure d'observatoire de l'énergie et des gaz à effet de serre, on est là, c'est-à-dire qu'il faut qu'on recueille en temps réel toutes les données de notre territoire sur toutes les énergies. Et moi, au lieu de parler de transition énergétique, je préférerais parler de mix énergétique. Alors, il y a une autre question sur les données. C'est sur le même sujet? C'est un autre sujet, alors peut-être répondez d'abord là-dessus. Alors je pense que les données, il faut sortir un peu du fantasme également. Je pense que historiquement, la production de données, telle qu'elle était structurée dans les anciens opérateurs, et y compris Enedis, puisqu'on a un outil industriel, puisque les données elles viennent pas comme ça, elles tombent pas du ciel, hein, il y a un outil industriel qui a jamais été conçu initialement pour ce genre de choses. Non mais clairement, c'était pas du tout c'était absolument pas dans les conceptions historiques. Et aujourd'hui, on est en train d'évoluer, on est en train de mettre en place des systèmes d'information qui permettent effectivement de nous ramener des données beaucoup plus que par le passé. Des données en temps réel, tant qu'on n'a pas Linky installé de manière assez forte, ça ne va pas se faire en 5 minutes. C'est pas si simple que ça, ce que je veux dire. Aujourd'hui, quand vous regardez les relevés de consommation, en fait, en gros, pour faire simple, on fait 2 relevés par an, fois 35 millions de clients, ça fait 70 millions de données, hein, de consommation sur un point de consommation. Avec Linky, on passera à plus de 600 milliards de données.
Si on a 600 milliards de données, il faut bien qu'on les exploite, qu'on fasse quelque chose, qu'on les mette en forme et qu'on arrive à répondre à un besoin. Dire il nous faut toutes les données partout en temps réel. À un moment, il faut rester un peu, il faut revenir un peu de manière complètement concrète. Il ne faut pas être dans le fantasme. Il faut arriver sur des projets, sur des choses qui vous concernent. Tout à l'heure, vous avez parlé d'équipement d'une nouvelle surface d'une quinzaine d'hectares. Effectivement, à ce moment-là, on construit en avance le projet qui vous concerne. On regarde effectivement par rapport au réseau, comment tout ça peut être optimisé. Sur la mobilité électrique, on a déjà eu des fois le débat où on nous a dit donnez-nous les données pour qu'on mette les bornes. Et c'est pas comme ça que ça se passe. Par contre, si on est avec vous, si on commence à travailler en amont avec les bornes, et puis on peut vous aider pour dire vous la mettez plutôt là, voilà tel avantage, tel inconvénient, c'est un travail co-construit avec vous. Je pense que c'est dans ce sens-là qu'il faut aller, dans une co-construction. Je pense qu'on a peut-être des défauts, mais sur le réseau électrique, on a quand même quelques compétences et on a quand même quelques savoir-faire on sait plutôt mettre à votre service et construire les nouveaux outils et les nouvelles choses dont vous avez besoin, plutôt que donnez-moi les données, puis de mon point de vue, pour certaines, ça a du sens, ça n'a pas toujours du sens n'importe comment. Oui, moi je ne veux pas parler des données. Vous avez utilisé le terme d'expérimenter l'ouverture à l'autoconsommation, c'est-à-dire d'expérimenter le bon sens. On a la chance à Strasbourg d'être à 500 mètres de la frontière allemande. L'ouverture à l'autoconsommation, ça fait des décennies que ça existe, et c'est un des outils qui permet au territoire d'être des acteurs de l'énergie. En Allemagne, ça existe, vous me dites ? Dans ce cas-là, il faut vraiment que vous y alliez. Ça existe depuis un demi-siècle. Et donc, alors, on ne doit pas mettre exactement la même chose sur les mots. Donc je pense que c'est important. Parce qu'il faut pouvoir faire de l'autoconsommation, il faut quand même pouvoir la compter, consommation. Oui, non, mais je suis d'accord. Compter la consommation quand il est à différentes heures de la journée, il faut être capable d'avoir une courbe de charge. Ne parle pas de problématiques techniques. Je parle des enjeux de l'autoconsommation. Si vous n'êtes pas capable de compter la consommation, vous n'êtes pas capable de compter. Vous mélangez les tuyaux et la politique. Je suis désolé, vous mélangez les tuyaux et la politique. C'est-à-dire, aujourd'hui, nous avons besoin, et Dominique Gros, lors de la dernière la commission de développement durable en parlait, je crois qu'il y a effectivement nécessité dans nos territoires que les collectivités soient des acteurs de l'énergie, et être des acteurs de l'énergie, c'est aussi pouvoir produire et consommer, et donc autoconsommer. Mais c'est exactement ce que je viens de dire, mais on est d'accord. Mais dire que ça existe depuis 50 ans et qu'on est capable de dire que sur un immeuble avec des panneaux photovoltaïques, l'immeuble d'à côté est capable de consommer l'électricité en comptant à quel moment de la journée ça vient, d'où et comment, je pense qu'il y a un système technique qui est en cours d'élaboration, qui n'existe pas dans aucun pays, et encore moins en Allemagne, puisqu'il n'y a pas de compteur intelligent du tout développé comme ce sera en France. Et que donc ce type d'offre est en cours de construction, elle commence à être testée. Dans les mois qui viennent, elle sera capable d'être déployée de manière un peu plus large. Mais il y a des sujets techniques, parce que sinon, on peut considérer qu'aussi, si on simplifie beaucoup de problèmes, il suffit d'avoir une maille très très large et on est toujours très autoconsommation à une certaine maille, quel que soit ce qu'on pense. Bien, il nous reste 11 minutes. Je vais demander aux représentants d'Engie de venir à la table et de nous faire son exposé avec quelques minutes pour le débat. Merci. Merci, Monsieur le Président. Merci à vous tous et à France Urbaine de nous permettre de... Alors, Monsieur Gros, vous avez dit vous aider à réfléchir, je ne sais pas, mais en tout cas participer à la réflexion et co-construire des réflexions sans doute. Peut-être revenir en préambule quelques minutes un peu sur la vision d'Engie, qui est un énergéticien que vous connaissez, mais qui depuis quelques années, quelques mois, on a eu des échanges avec M. Charles sur ces sujets, a une vision qui tranche un peu, en tout cas avec son modèle historique. Et avec le monde des énergéticiens, même à l'international. Notre directrice générale, Isabelle Cocher, parle plus de transition énergétique, on parle de révolution énergétique.
énergétique. C'est une vraie révolution qui est en train de se produire. Je vais vous donner quelques indicateurs qui permettent vraiment de la mesurer. Et l'application qui en est faite, il y en a quelques collègues dans la salle, là, Pierre Guyard, que j'ai vu tout à l'heure de Cofeli, ou Julien Patin des Hauts-de-France, qui peuvent vous témoigner de la révolution interne d'Engie, le poids que ça peut avoir dans les choix technologiques, les choix humains, en termes de compétences, etc. Cette révolution énergétique, il y a quelques indicateurs qui nous font penser qu'elle va aller très vite. Thierry Lepert, notre nouveau DGA à l'innovation, vous parlerez de la fameuse courbe en J. Et on la constate un peu partout. Un premier indicateur, c'est celui des ENR. Il y a eu une montée en compétitivité des ENR, notamment solaire et photovoltaïque, qui est fulgurante. On ne s'en rend peut-être pas bien compte encore en France, mais c'est fulgurant. On a une baisse des coûts qui est divisée par 10 en quelques années. Dans l'Amérique du Sud, on est passé de 300 et quelques dollars à 30 dollars aujourd'hui au Chili, le méga. C'est fulgurant. Et en même temps, on a une évolution technologique qui est de la même manière fulgurante. Aujourd'hui, on travaille avec une start-up qui s'appelle Eliatech, qui vous produit des membranes photovoltaïques. On va pouvoir couvrir des parapluies, imaginons le plus iconoclaste. Donc ces deux facteurs conjugués, ça va vraiment très vite, et dans le reste du monde, et en France, ça viendra aussi très vite. Un deuxième élément dont on parle peu, le stockage, le fameux stockage, c'est un débat historique en France. C'est pareil, on a une augmentation de la capacité du stockage par batterie et une baisse des coûts qui est fulgurante. Et des techniques de stockage aujourd'hui, je vais parler tout à l'heure un petit peu de l'hydrogène, dont on a un peu parlé, le stockage par l'hydrogène, le stockage dans les cavités gazières. On a une capacité de stockage gazière en France qui est immense. Et ça, c'est des indicateurs qui nous donnent à penser que la révolution, c'est une vraie révolution, et que ça va aller très vite. On voit toujours l'avenir de façon un peu linéaire. Toujours tendance à voir l'avenir linéaire, et tout à l'heure je comptais sur la table, il doit y avoir 6 ou 7 petits objets comme ça. Il y a 10 ans, il y en avait zéro. Il y a 10 ans, il y en avait zéro, parce qu'en 2007, M. Steve Jobs présentait ça, il n'y avait pas une application. Personne ne savait ce que c'était qu'une application. Et le débat tout à l'heure sur les données, on n'en parlait pas. Le big data, l'IoT, tous ces sujets-là, on en parlait. C'est juste 10 ans. C'est juste 2017. Donc les choses vont aller très très vite, et les fameux 3D territoriaux dont on parle depuis quelques années déjà chez Engie, c'est-à-dire le territoire digitalisé, je vais vous donner un exemple, le territoire décarboné. Vous avez parlé tout à l'heure de qualité de l'air, on parle évidemment des productions d'énergie, l'énergie primaire décarbonée et décentralisée. Ce territoire en 3D, il va aller beaucoup plus vite en réalité, et vous le démontrez par les débats que vous avez eus tout à l'heure. Il y a eu des précurseurs, petits ou gros, mais vous allez vous le démontrer par vos débats. Il y a quelques... Et tout cela, alors Isabelle Cocher nous dit là-dedans, le monde des services prend énormément de place, et vous devez être les architectes de cette révolution énergétique. Vous devez être, nous-mêmes, collaborateurs d'Engie, apporter à vos clients, à vos territoires, des solutions de systèmes énergétiques de blocs architecturés. Alors on va architecturer entre des bâtiments qui deviennent intelligents, qui peuvent être des sources de production, qui sont des sources de consommation, sur lesquelles on va pouvoir faire de l'effacement, qui vont produire aussi de la donnée. On va récupérer de la chaleur. Nos collègues de Suez Environnement récupérer de la chaleur dans les réseaux d'eau, parce que ça fait partie aussi des réseaux potentiellement producteurs d'énergie. En tout cas aujourd'hui ils en déperdent beaucoup d'énergie. On va pouvoir mettre tout ça en connexion avec des bornes de mobilité électrique. Vous avez parlé des réseaux aussi de chaud et de froid, etc. Donc nous on peut être opérateur de ces systèmes-là, on peut architecturer tout ça. Mais pour être des bons architectes, vous le savez, il faut des bons urbanistes et des bons planificateurs. Et là, je pense effectivement que le débat avec vous, il est très intéressant, parce qu'on a besoin, dans les territoires, et notamment dans le monde urbain, d'autorités publiques planificatrices. Si on est les architectes, il nous faut les urbanistes. Et un architecte, il ne s'exprimera jamais bien si derrière il n'a pas un bon plan urbain, s'il n'a pas une bonne planification urbaine. Il pourra faire un exploit architectural, des gros objets, voyants,
mais il ne fera pas système et il ne participera pas réellement à la révolution qui est en train de se passer. Alors sur ce problème que vous évoquiez tout à l'heure en début de gouvernance, on n'a pas vocation à le trancher, mais effectivement on considère que c'est l'ensemble de ces éléments-là dont j'ai donné les exemples, de l'IoT au sujet de la mobilité, en passant par la production d'énergie dans le bâtiment ou ailleurs, il va falloir les faire fonctionner en système. Donc on a besoin d'une gouvernance publique territoriale qui se mette un peu à l'échelle de ces systèmes-là et qui nous permette de comprendre votre vision et d'être les bons opérateurs à vos côtés. On ne pourra pas construire notre vision d'un côté et venir vous l'imposer, et vice-versa. Vous ne pourrez pas construire votre seule vision et nous dire maintenant on a besoin de ça si on ne sait pas le faire. Donc on a tout un tas de champs de compétences à partager, de légitimité à partager. Vous avez la vôtre, autorité publique, et nous la nôtre en termes de compétences. C'est un élément qui a bien marché ces dernières années, où on a vu des dynamiques d'écosystèmes dans les territoires se générer, c'est l'innovation. Il y a quelques années, on parlait assez peu de Fab Lab, de je ne sais autres quoi, systèmes. On a vu ça prendre en charge dans les territoires. On y a beaucoup participé, les uns et les autres, que ce soit EDF, Enedis, Engie, Suez et autres, tous les grands groupes, et on a eu des collaborations multi-acteurs, un peu iconoclastes au départ, des tout petits travailler avec des très gros, avec de l'intermédiation territoriale. Et je crois que c'est un bon exemple de dynamique, de choses que vous pouvez enclencher sur les territoires qui nous permettent d'être acteurs à vos côtés. Alors là, c'était pour vous donner un exemple un peu à la mode sur les sujets innovants, mais sur les sujets des systèmes énergétiques, je pense que vraiment vous avez un rôle important, et souvent j'explique à nos délégués régionaux, il y a un territoire où on a une gouvernance publique bien incarnée, où on a un projet bien identifié, c'est super facile pour nous. Derrière, on sait très bien travailler un territoire comme ça. Un territoire qui est très fragmenté, un territoire où on a des luttes d'autorité publique, où on a des superpositions, où on a des segmentations, c'est beaucoup plus compliqué. Donc voilà, c'est une manière de participer un petit peu au débat que vous avez eu au départ. Pour affronter cette révolution, elle va aller très très vite. On voit que quand on n'anticipe pas trop les choses, dans d'autres milieux, le numérique ou autre, on peut se trouver justement avec un dépassement des autorités publiques et des opérateurs. Là, il est encore temps pour construire cette révolution énergétique ensemble, mais ça va aller vraiment. Je prends l'exemple sur le sujet de la mobilité. On a modélisé des équipes belges, Tractebel, mobilisées à Bruxelles, un Bruxelles totalement autonome, totalement électrique en termes de mobilité. Ça change radicalement la vie des gens. Changer la vie des gens, c'est fait pour les autorités publiques, c'est fait pour vous. Mais on peut être opérateur de ça. C'était une commande publique, Bruxelles 2040, comment on peut se mouvoir. Vous n'avez plus de gaz à effet de serre émis par les sujets, la mobilité. Vous avez l'usage est complètement transformé, plus de bouchons, plus d'accidents, etc. C'est une modélisation, elle va très loin. Mais on pense que ça va très loin aujourd'hui. J'ai vu il y a quelques jours présenter Airbus, une voiture qui est capable de voler et d'aller se planter sur des roues. Il y a une espèce de drone qui vient la chercher, captée par le drone, elle s'envole et elle va à un autre endroit. Ces choses-là vont aller, je pense, très vite. Et on a besoin d'autorités publiques qui prennent vraiment en main ce débat-là. On sera les opérateurs à vos côtés pour co-construire. Merci. Voilà ce qu'on voulait entendre. Y a-t-il des questions après ce plaidoyer pour nos objectifs, finalement, puisque c'est ce que je viens d'entendre. Des questions? On a encore 1 ou 2 minutes. Que personne ne se sente frustré si la séance est levée bientôt. Oui. Voilà. En tout cas, merci pour cet exposé qui est... Du coup, je vais ajouter quelque chose. Alors, Jean-Patrick. Ouais, je vais ajouter quelque chose parce que, effectivement, ce qu'on a entendu me semble particulièrement intéressant et satisfaisant. Je voulais insister sur un point, c'est que, effectivement, on a un rôle d'autorité organisatrice et de planificateur sur nos territoires. Et c'est vrai que la participation
à la demande des collectivités qui souhaiteraient au schéma directeur des énergies sur nos territoires est une absolue nécessité. Je le dis parce que, on va dire, enfin, je vais être gentil, je veux dire que c'est assez hétérogène selon nos interlocuteurs dans les deux grandes maisons que vous avez présentées. Donc il y a des moments où ça se passe plutôt bien, d'autres moments plutôt moins bien. Hein, je le dis, ça dépend aussi des gens, de leur culture, etc. Et il y a une différence, hein, je veux dire aussi, entre la posture du monde des gaziers et celui des électriciens. Je veux dire, je le constate assez régulièrement. Et moi, je plaide, je profite que vous êtes là, pour aller vers plus de co-construction. Je crois que c'est indispensable qu'on aille dans cette direction, mais il ne faut pas se tromper de rôle. C'est-à-dire que le rôle politique d'orientation reste aux collectivités. Non mais, et la technique, c'est pour faire écho à ce que disait Alain Youn, la technique, elle vient après. Je veux dire, c'est à vous qui êtes performants de nous dire dans quelle mesure c'est possible de faire telle ou telle chose. Mais on ne peut pas inverser le sujet en disant parce que c'est difficile, c'est pas possible ou c'est trop cher, on ne fait pas. Donc moi je continue de plaider pour dire organisons nos territoires, travaillons avec les acteurs du territoire en matière d'énergie, mais pas que, hein, il y a aussi ceux qui l'aménagent, qui construisent un certain nombre de choses pour nous, etc. Et une fois qu'on a défini ces politiques de manière claire, après c'est effectivement aux opérateurs de jouer, hein, dans la mesure où ils peuvent le faire. Hein, je veux dire, il peut arriver, je peux entendre, hein, qu'il puisse arriver que c'est pas possible techniquement aujourd'hui, mais je rebondis sur ce que disait monsieur, il y a 10 ans, il y a beaucoup de choses qui n'étaient pas possibles, qui le sont aujourd'hui. Et j'ajouterai un point, c'est qu'il ne faut pas utiliser la solidarité nationale pour la valeur du kilowattheure, qui est une nécessité, et que tout le monde reconnaît comme étant un acquis dans le pays. Il ne faut pas utiliser cet argument pour refuser le fait de travailler par territoire sur des logiques qui soient à la fois territoriales et des logiques techniques. C'est pas contradictoire, parce que souvent c'est ce qui nous est envoyé dans la figure. Attention, non, je n'ai pas dit que vous aviez dit, c'est ce que je l'entends parfois. Hein, je ne suis pas en train d'accuser personne. J'entends parfois, je dis attention, si on ne laisse pas le système comme avant, il n'y aura plus la solidarité du prix du kilowattheure. Vous savez, pour la ménagère qui habite au fin fond de la Corrèze et qui est bien contente effectivement d'avoir un kilowattheure qui vient de loin et qui a coûté cher à apporter et qui, quelque part, est vendu à un prix défiant toute concurrence par rapport à ce qu'il devrait coûter si on avait fait un calcul rationnel, raisonnable, etc. Mais je pense que ce n'est pas un argument qu'il faut employer et qu'il faut je peux l'entendre, parce qu'on l'a trop entendu, et c'est pas bon, parce qu'en réalité, on doit territorialiser les problèmes et les régler avec les autorités compétentes, à condition que nous on s'y mette aussi, que nous on s'y colle aussi, qu'on ait les compétences, que les élus s'y intéressent. Hein, la preuve c'est que oui, regardez ce qu'il y a aujourd'hui dans la salle, mais ça n'a pas toujours été le cas, et je pense qu'on a là-dessus, nous aussi, à faire des progrès, et à se mêler de ce qui nous regarde, si je puis dire. Pas seulement d'ailleurs les adjoints compétents, hein, mais aussi les patrons qui doivent se former et comprendre. On a vu des générations d'élus de grandes collectivités qui sont intéressés au transport en commun et qui sont maintenant des vrais pros des transports en commun, des grands spécialistes. Hein, et ben je pense qu'on aura progressivement des élus locaux qui seront complètement compétents en termes d'énergie, mais c'est un travail de longue haleine parce que c'est complètement compliqué. Simplement, je ne vais pas essayer de gâcher l'ambiance, mais j'ai parfois l'impression que le débat est sur l'évolution du modèle et dire on avait un modèle qui marche, il ne faut pas le casser. Moi, ce que je vois, c'est qu'aujourd'hui, il y a 7 millions de personnes en précarité énergétique en France, donc notre modèle, il ne fonctionne pas. Je le vois dans ma collectivité, et quand on dit précarité énergétique, moi je trouve que c'est un mot très technocratique. Quand on ne se chauffe pas, est-ce qu'on a droit à un logement digne? Est-ce qu'on a droit à la santé? En Angleterre, je crois, il y a 2000 personnes par an qui meurent de maladies liées à la précarité énergétique, il n'y a pas de stade chez nous. Donc il n'y en a pas. Est-ce que vos gamins font leurs devoirs l'hiver avec des moufles? Donc l'accès à l'éducation, est-ce qu'il est là? Ce qu'on est en train de discuter, c'est que le modèle énergétique centralisé qui a fonctionné depuis 1945, en réalité, ne fonctionne plus et n'assure plus l'accès à l'énergie pour plus de 10% de la population. C'est pas rien à voir. C'est la question aujourd'hui, c'est comment on reformule, comment on repense le modèle énergétique, non pas verticalisé, mais en complémentarité d'énergie, pour que chacun ait accès aux droits fondamentaux. Et que l'énergie, c'est un moyen, c'est pas une finalité. Et que c'est les droits fondamentaux et l'accès aux droits fondamentaux et la grande pauvreté, le retour de la grande pauvreté qui est en cause dans ce débat.
Enfin, ça, c'était pour mettre de l'ambiance. Bon, allez, c'est pas un droit de réponse parce que vous n'êtes pas accusé, hein. Allez-y. Étienne Cortel, je suis délégué régional d'EDF dans les Hauts-de-France. Alors, je ne vais pas répondre sur la question de la précarité, mon voisin de droite le fera, je ne partage pas ce que vous avez dit, mais c'est pas mon propos n'était pas là-dessus. Je partage par contre très bien ce qu'a dit monsieur le maire de Metz, monsieur Gros. Je crois vraiment que il ne faut pas opposer le système électrique centralisé avec les systèmes énergétiques locaux. C'est la coexistence de ces deux systèmes vers laquelle on va, il n'y a aucun problème pour moi là-dessus. Et ce territoire de Hauts-de-France est formidable parce qu'avec sa troisième révolution industrielle, il va permettre de faire cette démonstration. Parce que à peu près tous les territoires, comme partout en France, mais en particulier ici, on va voir émerger des systèmes énergétiques locaux et nous serons aussi, et nous sommes des architectes, je ne sais plus comment on appelle, architectes ensembliers, c'est ça qu'on dit, voilà, merci, de ces systèmes énergétiques locaux. La deuxième chose que je voudrais dire, et là je m'adresse aux élus, parce qu'il me semble que ces systèmes énergétiques vont exploiter les énergies locales, et quelque part, ces énergies locales, c'est un bien commun. Et si c'est un bien commun, il y a quelque part aussi une notion de service public derrière tout ça. Et ça, c'est votre sujet, à vous. Et dans la relation avec les énergéticiens que nous sommes, il faut que cette dimension-là, elle soit également présente de mon point de vue. Maintenant, si mon voisin, tu veux parler de la précarité 2 secondes. Une minute, parce que c'est un sujet ô combien important. Simplement pour vous dire, parce que moi je suis en charge d'animer également l'ensemble des équipes chargées de la solidarité sur le territoire national, on ne laisse personne au bord de la route. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on a détecté effectivement quelqu'un qui est en grande précarité, mais là c'est un vrai sujet, c'est-à-dire que certaines personnes effectivement passent sous les radars, et on peut d'ailleurs avoir... On a quelques interrogations hein, avec l'arrivée du chèque énergie. Alors, il y a des pistes d'amélioration du système. On espère que pour le 1er janvier prochain, tout sera opérationnel pour que plus personne ne passe en dehors des radars. Parce que la suppression des tarifs sociaux qui était automatique vers un chèque énergie qui est attribué par l'agence de service des paiements et qui doit obliger après le précaire à renvoyer son chèque à son fournisseur, eh bien, ça remet au centre du jeu des personnes parfois en grande difficulté, en grande exclusion, et c'est compliqué. Il y a des gens qui ne renvoient pas le chèque énergie. Mais simplement pour vous dire qu'on ne laisse personne au bord de la route. À partir du moment où quelqu'un effectivement est détecté en difficulté, eh bien on met en place avec les CCAS, avec les structures de médiation sociale, avec d'ailleurs les fonds de solidarité de logement qui sont désormais gérés par les métropoles, aux côtés des départements, eh bien on essaye effectivement de trouver des solutions, des délais de paiement, etc. Et c'est une équipe aujourd'hui très mobilisée, très engagée de 300 agents qui sont vraiment spécialisés pour aider à trouver des solutions. Merci monsieur, vous avez compris que c'est important pour nous aussi, bien sûr. Cette grande pauvreté. Moi je voudrais remercier tous les acteurs de cette tenue. Nous avons un texte, il est validé. Si on obtient tout ça pendant le quinquennat qui vient, ce sera déjà pas mal. Et le combat continue. La séance est levée, je vous remercie.